Alors, alors on parle là, puisqu'on est en direct, un grand spécialiste de l'exploration urbaine en français qui s'appelle Max von Croft vient de publier sur sa chaîne YouTube l'infiltration du Lolita Express. Donc, il a infiltré le jet d'Epstein à Brunswick en Géorgie, là où il était censé avoir été à la casse en fait. Il était censé même avoir été détruit, pour être tout à fait honnête. Donc là, tout de suite, et toute notre audience pourra aller voir ça sur sa chaîne, il publie, et c'est le premier à l'avoir fait, une infiltration, évidemment illégale, du Lolita Express, où il a filmé tout l'intérieur. Alors, Max von Croft, il s'appelle. Max von Croft, c'est facile à retenir. C'est Max comme Mad Max et puis Croft comme Lara Croft. C'est son choix. Max von Croft, et donc il a une chaîne YouTube. Il avait fait des infiltrations très très osées, par exemple le Fort Boyard. Il avait infiltré l'avion de Kadhafi, qui était l'avion de Saddam Hussein, qui était en Tunisie. Il avait fait plein d'infiltrations, et notamment le yacht de Jeff Bezos aussi. Je crois qu'une partie de l'équipe de sécurité de Jeff Bezos a été virée après qu'il ait infiltré son yacht, parce qu'il dit attendez, si un YouTuber peut infiltrer le yacht de Jeff Bezos, ça va pas pour sa sécurité. Et oui, il a fait des selfies et tout. Enfin, voilà. Et là, il a donc infiltré le Lolita Express. Il filme ça. Et ce qui ressort clairement, c'est que ce n'est pas considéré comme une scène de crime. Il n'y a pas de scellé. La douche contient encore les produits de douche de Jeffrey Epstein. On voit notamment, comme dans le dossier Puff Daddy, on voit de la baby oil en grande quantité. Alors, on n'est pas au niveau de P. Diddy qui, lui, ramenait des palettes entières, mais parce que c'était un autre style. Puis, de toute façon, Epstein, il violait pas essentiellement dans son avion. Il trafiquait des mineurs dans son avion, mais il y avait un site précis qui était son île. Et qui d'ailleurs dépend pas de la juridiction, on voit pas la scène de crime avec les scellés, etc. Donc c'est très intéressant de voir que d'une part, cet avion a été vendu à la ferraille en 2018, n'est toujours pas détruit aujourd'hui. En fait, les seuls trucs qui ont été enlevés, c'est les réacteurs. Donc il y a encore le transpondeur, par exemple, il y a encore la radio, il y a encore l'avionique, il y a encore les carnets de vol, il y a les carnets d'entretien, avec des mentions manuscrites. Tout ça, c'est des preuves. Tout ce que je vous raconte là, si vous n'êtes pas forcément familier avec une enquête pour crime contre l'humanité, mais partez du principe que c'est l'avion d'Escobar. Si c'est Pablo Escobar, il n'est pas dans cet état, l'avion. Il y a des scellés partout, le moindre post-it est utilisé, et on parle de la Colombie, qui n'est pas le meilleur pays du monde en termes d'indépendance de la justice, etc. Quoi. Bon, la cathédrale d'Escobar ou son hacienda Napoles, mais le moindre post-it pouvait être utilisé dans une enquête. Parce que dans un post-it, on pouvait avoir des empreintes digitales, une écriture. Là, on a des écritures manuscrites, les documents n'ont pas été prélevés. On a des fluides corporels, évidemment, voilà, faut le dire, hein, on est dans l'avion d'Epstein, il y a des fluides corporels. Donc Max von Croft, il montre que sur le bureau d'Epstein, par exemple, à un endroit bien précis, c'est coloré, quoi. Voilà. À la lampe UV, ouais, ça c'est soirée mousse au Macumba, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Et en fait, c'est là que ça va pas, c'est-à-dire que l'avion reste nickel, on retrouve du talc, de la baby oil, comme je vous l'ai dit, la rampe arrière est ouverte, il est facile d'infiltrer l'avion. Bon, Max von Croft, c'est un professionnel, attention, hein, mais ça va, c'est pas l'infiltration la plus dure qu'il ait faite. Bon. Et en fait, on voit, alors techniquement, l'épave, elle appartient au chantier de ferraillage de l'aéroport de Brunswick. L'aéroport de Brunswick, c'est à côté de Jekyll Island. Bon, là, en l'occurrence, je pense que c'est un hasard, hein, mais Jekyll Island, c'est là où les banquiers centraux se sont réunis, et Pierre Jovanovic connaît ça par cœur. C'est là que la Federal Reserve a été inventée. Mais on n'est pas en plein désert, c'est ça que je veux dire, hein. On est dans un endroit, d'ailleurs, pas loin, il y a l'avion de John Travolta. Vous avez aussi l'ancien jet de Frank Sinatra, qui est un peu dans une zone d'ombre légale, quoi. Bon, il est là comme ça. Donc, c'est des avions de stars. Et les documents de bord sont intacts. L'avionique aussi, comme je vous l'ai dit. L'avionique, ça parle, hein. On peut faire dire plein de choses à l'avionique, hein. C'est une pièce à conviction, hein. Bon, elle est là. Elle est là. Max von Croft, il aurait pu l'enlever, l'arracher, partir avec. Évidemment, c'est pas un voleur, le mec, il a pas fait ça, hein. Techniquement, ça lui appartient pas, donc il a rien pris. Il m'a dit qu'apparemment, selon lui, d'autres journalistes ont pris des trucs, parce qu'il avait fait des repérages, il a vu des objets qui se sont mis à manquer. Donc, il y a plusieurs personnes qui commencent à aller sur l'épave maintenant. Ah. On a perdu Idriss. On a perdu Idriss et son épave.
Alors juste avant que Idriss, pardon, je voulais vous dire bonjour Vas-y. à tous. Voilà, bonjour Marion. Désolé, voilà. ouais, Ouais. ouais. Bon ben voilà. Vas-y Idriss. Je disais, il y a plusieurs journalistes qui sont en train d'y aller. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a parce que la question, c'est la destruction de preuves, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'enquête et on est sur le sol américain. C'est ça le grand truc. Il y a un autre endroit où l'enquête vient juste de commencer, c'est le Zorro Ranch. Donc le Zorro Ranch, c'est plus grand que Paris. Hein. Le Zorro Ranch d'Epstein, c'est plus grand que la ville de Paris. Quand on regarde par satellite, il y a des bouches d'aération, il y a des systèmes d'aération. En fait, il y a des souterrains, c'est sûr. Voilà. C'est un ranch avec des souterrains, c'est absolument certain. Ça se discute pas. Il y a des galeries souterraines dans ce ranch. Et la société qui possède ce ranch a gagné 2 fois la loterie. C'est quand même dis donc, il a gagné 2 fois la loterie. Moi, je me rappelle de Robert De Niro dans Casino qui dit attends, la machine à sous, il y a une chance sur 1 million de gagner. Si elle gagne 2 fois, c'est une arnaque. Si elle gagne 3 fois d'affilée, c'est une arnaque. Faut tout débrancher, il faut arrêter. Eh ben, Epstein se vante dans ses emails de faire des fraudes financières. Il le dit clairement, c'est génial, on fait des fraudes financières, on gagne beaucoup de pognon, etc. Il s'en vante, voilà. On commence à avoir des enquêtes là-dessus. Hein. Il y a Jane Street, par exemple, Jane Street qui faisait beaucoup de fraudes financières, qui a été virée d'Inde pour ça. Ils arnaquaient les petits porteurs, ils truquaient le cours du Bitcoin. Jane Street, il commence à leur arriver des trucs. Donc voilà, alors il a trouvé par exemple Max von Croft, je vous donne un peu tous les détails. Donc lotion pour bébé, et je pense pas que c'était parce que Epstein faisait du babysitting. Hein. Bouteille de Listerine, donc là aussi on peut avoir toute chose d'ADN, hein, parce que en gros son bain de bouche, vous savez, de la Listerine, c'est pour se laver la bouche, était encore là, quoi. Alors vraiment, quand vous avez par exemple un cambriolage, vous récupérez un cheveu, ils expliquent ça dans Ocean's 12, hein, mais c'est vrai, hein, c'est exact. Vous récupérez un cheveu, vous dites on sait quelle lotion il met, on sait s'il met de l'après-shampoing, etc. Enfin, c'est vraiment chaque truc compte, quoi. Et là, on a un avion rempli de preuves avec des taches de fluide corporel, avec la totale. Ça va. Il est toujours à Brunswick et quand vous regarderez la vidéo après ce direct, vous regarderez la vidéo de Max von Croft, vous allez dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors je rappelle que Epstein, en effet, mais ça on en avait déjà parlé, Bill Clinton a volé 23 fois sur cet avion. L'avion dont on parle, l'avion qui a infiltré Max von Croft, Bill Clinton a volé 23 fois dedans. Bill Clinton a reçu à la Maison Blanche 17 fois Jeffrey Epstein. Comme l'explique Xavier Hofer, un pape, on le reçoit pas 2 fois à la Maison Blanche. Le pape. Bon là, c'est un criminel contre l'humanité, parce que encore une fois, l'ONU nous dit bien, parce qu'on n'a pas besoin de l'ONU pour savoir que c'est un crime contre l'humanité ce qu'il a fait, mais il n'y a pas de problème. Bon, c'est un criminel contre l'humanité. Il est reçu 17 fois à la Maison Blanche. Ok. Et puis alors, bon, comme vous le savez, hein, son corps a été brûlé. Alors bon, c'est pour les musulmans comme pour les juifs, la crémation est interdite. Vous me direz, je pense pas qu'Epstein ait été très très observant. Ça m'étonnerait pas qu'il ait bouffé des cheeseburgers, ce qui est pas cachère techniquement. Je vois mal Epstein être un homme de religion. Honnêtement, quand on voit ses emails, voilà, c'est un suprémaciste raciste avec une interprétation génétique précise, mais son rapport à Dieu, honnêtement, voilà, je veux pas juger, hein, mais je me permets d'avoir des doutes. Je rappelle aussi que Ghislaine Maxwell a la nationalité française, hein, donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de volet français, bon, très bien. Et puis vous avez bien sûr ce grand débat, faut-il prononcer Steen ou Stein? Alors oui, on dit Steen aux États-Unis, mais pour moi le côté le plus vicieux, c'est de faire oublier le volet français. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un volet français et que ce volet français, on va pas le faire disparaître comme ça. Ghislaine Maxwell, elle est française, et il se trouve que pour le volet français, les amis d'Epstein l'appelaient Epstein. On a les correspondances, on a les enregistrements. Les amis français d'Epstein l'appelaient comme ça. Donc, le fait d'avoir changé le nom au dernier moment, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de volet français, alors que le plan de vol du Lolita Express montre clairement, parce que cet avion que Max von Croft a infiltré, mais il a atterri à Charles de Gaulle, hein. Il a atterri au Bourget, il a été dans plein d'endroits. Donc, c'est une pièce à conviction pour la France aussi, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas eu des viols dans cet avion sur le territoire français, par exemple. Donc un procureur français pourrait tout à fait être en droit de demander à voir cette bouteille de baby oil qui traînait dans l'avion, ou de façon plus intéressante, l'avionique, les appareils électroniques pour vérifier où, quoi, comment, etc. Ça, non. Non, en fait. Et ce qui ressort, c'est que, voilà, il y a eu un trou noir d'enquête parce que Epstein, on le sait, bossait avec les services et que donc il avait une carte d'amnistie permanente. En fait, on se demande même comment il a pu se faire choper.
Et c'est limite un malentendu hein, quand on regarde l'histoire. Hein, la raison pour laquelle il s'est fait choper, c'est un truc, c'est de la subtilité, quoi. C'est le destin. Il s'est passé quelque chose. Pierre Jovanovic parlerait d'ange gardien. Il y a eu une intervention. Il n'était pas censé se faire choper. C'est une lycéenne il y a eu des plaintes de lycéennes à Miami qui ont permis d'ouvrir une enquête et qu'on fait qu'à un moment donné, c'était plus possible. Mais c'est vraiment la partie émergée de la partie émergée de la partie émergée de l'iceberg. Donc, voilà pour l'instant ce que je devais vous donner ce soir. Il y a plein d'autres sujets, bien sûr. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de tout parler. J'ai pas mal monopolisé la parole. Mais rendez-vous compte que l'avion d'Escobar, il aurait été... enfin, vous auriez vu des fils de scellés partout. Et puis des gardes devant. Et voilà, le truc aurait été gardé 24 heures sur 24. Non, là ça va. Et en fait, si Max avait voulu, il aurait pu repartir avec le transpondeur, il aurait pu repartir avec l'avionique de bord, il aurait pu repartir avec une bouteille de baby oil ayant appartenu à Jeffrey Epstein ou des prélèvements ADN, parce que là-dedans, bien sûr, vous avez tout un tas de victimes putatives. Je rappelle pour conclure que aucun des trafiquants, aucun des clients d'Epstein n'a été condamné en justice. Même le prince Andrew n'est pas condamné pour ça. Le prince Andrew, il est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère et délit d'initié, parce qu'il a donné des éléments financiers qui ont permis, et comme Mendelssohn d'ailleurs, hein, qui ont permis à Epstein de faire des fortunes, mais il n'est pas techniquement mis en examen pour pédocriminalité. Ok, non mais c'est très intéressant effectivement. Ouais. On s'étonne d'ailleurs du fonctionnement de la justice. Déjà en 2008, il avait eu un traitement particulièrement favorable. Enfin, et puis même son incarcération, c'était étrange. Enfin, bon, il est clair que de toute façon, ce dossier-là, c'est une implosion de tout le système occidental. C'est comme ça que moi que je le vois. C'est-à-dire que là, on arrive, et c'est étonnant que tout arrive en même temps. Alors peut-être que Pierre, tu n'as pas encore pris la parole, tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses, justement, le volet français de cette affaire et de ce dossier. Tu peux peut-être nous en parler. Bah écoutez, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui. Voilà, bah merci à vous deux, puis bonjour hein, aussi bien à Xavier, à Idriss, à Marion et à Sidati. Alors j'ai un petit scoop aussi pour vous. Je pense que ça ne vous étonnera pas d'ailleurs, puisque a priori la tête d'Ariane de Rothschild est tombée. Et donc c'est Alexandre de Rothschild qui va reprendre comment dire, la direction de la banque. C'est-à-dire que c'est l'affaire de vos vidéos, de mon pétage de plomb entre guillemets sur GPTV, c'est enfin et toute la pression de tous les réseaux sociaux, en fait, on fait énormément de bruit au sein même de la banque. Beaucoup d'employés, de salariés de la banque étaient absolument dégoûtés de découvrir que leur patronne était en lien avec ce proxénète complètement fou. C'est un criminel, je veux dire, qui joue au médecin. Là, j'ai une photo d'Epstein en train de avec des amis qui font une chirurgie dans l'appartement de l'avenue Foch, par exemple. Donc on est dans l'horreur la plus totale. Marion connaît ça. Et figurez-vous que même Bloomberg a fait une dépêche. C'était de mémoire, je pense que c'était vendredi. Je reviendrai dessus dans la revue de presse de ce lundi. Et Bloomberg donc disait que Ariane de Rothschild était en panique parce que les clients de la banque, je rappelle, qui a grosso modo, enfin estimé 130 milliards de dollars ou d'euros en gestion pour les clients privés, les clients partaient. C'est-à-dire qu'ils ont dit on s'en va. Voilà, on s'en va. Vous êtes des criminels, vous faites vous, comme l'a rappelé Idriss tout à l'heure, vous avez fait des délits d'initiés, parce qu'on n'a pas assez insisté sur les délits d'initiés d'Ariane de Rothschild avec Epstein. On connaît les délits d'initiés j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle vite fait, les délits d'initiés de Bill Gates, parce que sa fondation est obligée de publier ses comptes, mais la banque d'Ariane de Rothschild, elle, évidemment, tout ça est passé dans
comment dire, sous le secret. Hein. Ouais. Alors, et la deuxième information, parce que je l'avais couvert à l'époque en tant que journaliste, parce que j'étais dans l'équipe de journalistes pour couvrir l'élection celle qui va permettre à Bill Clinton d'être élu. C'est comme ça que j'avais rencontré tout à fait par hasard Nancy Pelosi. Et ce que j'ai vu effectivement, vous vous souvenez de l'affaire Lewinsky? Alors pour rappel, c'était une stagiaire de la Maison Blanche, etc. Puis ils ont voulu destituer Bill Clinton. Hein, bon, les jeunes ne se rappellent pas de ça, mais c'était un scandale absolument énorme aux États-Unis. Hein, Bill Clinton qui dit je ne connais pas cette femme. Hein, voilà. Puis ensuite, oui, bon, finalement, je l'ai un peu tripoté, et ainsi de suite. Bref, ça a été un tel scandale. Et la seule chose que Clinton a trouvé pour stopper à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, mais c'était déjà les débuts d'Internet, c'était de déclarer la guerre à ce qu'on appelle à l'époque la Yougoslavie. Donc, ils ont bombardé Belgrade, et du jour au lendemain, l'Amérique en guerre, tous les drapeaux d'or, etc., et terminé, il n'y a plus d'affaire Lewinsky. Eh bien, qu'est-ce que vous avez vu ici? Vous avez vu exactement le même procédé, c'est-à-dire, avec l'affaire Epstein, la tension est devenue telle que, et manifestement, Israël fait chanter Trump de manière vraiment très très forte, et bien pour effacer l'affaire Epstein des réseaux sociaux, ils ont bombardé effectivement l'Iran. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que Shabbat, ils sont pas censés toucher l'électricité de mémoire. Mais ça les a pas empêchés effectivement d'aller les bombarder un samedi. Enfin bon, donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'affaire Epstein est toujours là. C'est le socle qui tient tout ça. Et je ne sais pas combien de temps cette guerre va durer, mais en tout cas, c'est clair que c'est pour effacer le dossier Epstein. Et juste pour, je finis là-dessus, pour notre ami Idriss, à l'époque déjà, quand je travaillais sur le dossier Epstein et qu'on a publié le livre de Dylan Howard, Dylan Howard a montré que l'avion d'Epstein, celui dont parlait Idriss, en fait, même si on peut changer l'immatriculation de l'avion, hein, c'est un peu comme pour une voiture, grosso modo, eh bien le numéro du moteur, enfin le numéro de l'avion, eh bien c'est un ancien avion de la CIA, qui en fait avait servi, entre autres, notamment à un moment donné, il se servait pour transporter les prisonniers dans l'île de Guantanamo, ou alors pour torturer les prisonniers, mais en l'air, c'est-à-dire voilà ce qu'ils ont toujours fait. Donc voilà, c'est un avion de la CIA et c'est la CIA qui lui a donné. Voilà, je le rappelle. Ouais. Voilà. Si tu me permets juste une incise, Pierre, je ne veux pas monopoliser pareil. Non, mais j'ai fini. Honnêtement, très personnellement, je vais le dire de façon très courte. Là, tout de suite, ce que fait Trump en Iran, en ce qui me concerne, je suis assez dans le flou. Bon, vous savez ce qu'on dit, la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Et là, il se joue quelque chose en fait entre les partisans de la paix et les partisans de la guerre à l'échelle mondiale. Pas seulement. Là, on est dans un moment de bifurcation où c'est plus Washington contre Téhéran, c'est la paix contre l'éradication, contre une guerre mondiale, contre un champignon nucléaire qui monte dans le ciel. Il y a des gens qui le demandent, on sait qu'il y a des gens qui l'appellent de leur vœu, il y a en effet des eschatologistes de tous bords, y compris chez certains protestants américains qui considèrent que c'est une chose. Et on a là ces forces qui s'opposent avec des hommes de paix dans les deux camps. On peut en trouver dans chaque pays, même les plus belligérants, même les plus dangereux. Et je peux pas dire aujourd'hui qui va gagner. Alors, je peux juste rapporter la thèse d'Alexis Cossette-Trudel sans dire qu'elle est vraie ou fausse. C'est juste que selon Alexis Cossette-Trudel, Trump serait en train d'essayer de faire une guerre spectacle. Alors si c'est le cas, en tout cas, elle sera pas terminée lundi, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est avant que les bourses ferment. Et ce qui irait en faveur de cette théorie, il y a des choses qui vont contre cette théorie clairement. Notamment la frappe sur une école, 80 enfants, mais il se trouve que cette frappe n'est pas américaine. Bon,
ce qui permet aussi de tirer des conclusions. Mais alors attends, parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est majoritairement que des postes d'Israéliens, etc. Donc, méfions-nous. La vérité, c'est toujours la victime, on le sait. Ouais, cette frappe en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, t'as les deux choses, parmi les quelques trucs qui plaident en faveur de cette théorie, ce n'est qu'une théorie. C'est le fait qu'il ait voulu attaquer justement un vendredi soir pour que les bourses soient fermées en se disant avec un peu de bol, dès lundi on a négocié puis c'est plié, alors que George Bush, par exemple, George Bush il s'en foutait complètement d'attaquer. Il attaquait un jeudi, enfin il a attaqué dans la nuit du mercredi au jeudi pour l'Irak par exemple, et les bourses il s'en foutait. Et l'autre truc bien sûr c'est qu'il y a zéro troupe au sol, c'est que Trump n'a absolument aucun contingent qui est prêt à débarquer en Iran. Il n'y a aucun plan de débarquement en Iran. Il n'y a aucun plan d'occuper physiquement l'Iran. Évidemment, leur but, c'est soi-disant que la population iranienne joue le rôle de l'armée américaine, mais on voit bien que ça va pas marcher comme ça, quoi. Il y a des manifestations aujourd'hui. Idriss, je veux dire, tu connais bien le général Patton, sa théorie, c'était tu peux bombarder un pays autant que tu veux, tant qu'il n'y a pas de troupes au sol, ça ne sert strictement à rien. Et il se trouve que je la connais et Trump la connaît aussi. Donc, bien sûr. Il y a certaines théories, encore une fois, j'insiste, c'est pas, je sais pas si elles sont vraies ou pas, mais qui disent qu'en fait, peut-être que Trump sera en train d'essayer une dernière tentative de faire une guerre spectacle pour apaiser en quelque sorte le démon qui veut des sacrifices humains, quoi. Avant que ça ne vire à la vraie guerre totale complète où là on parle en millions de morts, là on parle un Iran rayé de la carte, on parle ce que veut Netanyahou, c'est ça clairement. Et est-ce que il va y arriver? Ce que je sais en tout cas, c'est que si on a autant d'audience, parce que là vous faites des audiences spectaculaires, il faut dire aux gens que là aujourd'hui c'est plus un camp contre l'autre, c'est la guerre contre la paix, c'est l'extermination de l'humanité. C'est le grand, d'ailleurs dans les emails d'Epstein c'est assez clair, il y a des échanges avec Peter Thiel où il dit ce qui serait génial, ça serait de faire tout s'effondrer pour qu'on puisse racheter les actifs planétaires. Absolument. Délit d'initié à un niveau pour la Libye, pour la Grèce, ça n'arrête pas. Voilà, mais à un niveau méchant de James Bond, quoi. On est à un niveau Spectre, quoi. Tu fais péter la ville, tu fais la guerre pour tout racheter à bas prix. C'est ce qui est un conseil en bourse, qui d'ailleurs est un conseil des Rothschild au passage, c'est acheter quand il y a du sang dans la rue, même si le sang est le vôtre. Mais oui, on voit qu'ils disent clairement ça, effondrement total pour pouvoir racheter des actifs, des ports, des trucs à bas coût. Encore une fois, je sais pas si la théorie d'Alexis Cossette-Trudel est vraie ou fausse, mais elle a de vrais arguments qui peuvent la défendre, comme elle a de vrais arguments qui peuvent l'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, c'est que là, on a atteint un point où c'est plus A contre B, c'est extermination contre paix. Et l'année 2026, alors je rentre même pas dans l'aspect eschatologique et tout, mais l'année 2026, avec en plus les tempêtes solaires, etc. Et on sait que l'héliobiologie, les Russes l'ont beaucoup étudié. On a des cycles comme ça où la polémologie, le nombre de guerres sur Terre augmente et est corrélé aux activités solaires. C'est pas du tout une légende, c'est connu. Et on est dans une période extrêmement chaude qui est comparable à celle, par exemple, de l'Irak en 2003. Donc, survivre à 2026 pour l'humanité, ça va nécessiter de mobiliser toutes les bonnes volontés. Mais j'en dis pas plus. Juste pour aller dans le sens d'Idriss, parce que il y a un mail d'Epstein qui est très peu de temps avant son arrestation d'ailleurs, où il dit, je l'ai sauvé là sûrement, où il dit si jamais il m'arrive quelque chose ou s'ils veulent ma tête, je vais déclencher la guerre contre l'Iran. Ouais. C'est dans ses mails. Et ça date de mémoire de 2018 ou 2019, je sais plus. Donc, parce que comme il fait chanter tous les sénateurs et tous les représentants américains, donc il a de quoi effectivement les obliger à voter pour la guerre. Or, là, Trump, en fait, il est parti en guerre sans même leur demander leur avis. C'est encore plus extraordinaire. Non mais Pierre, Idriss, Pierre, ce qui crée l'inconnu, il y a l'inconnu qui est le résultat des choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire quand on étudie l'affaire Epstein, on voit quoi? Que Trump est décrit comme le lanceur d'alerte. Il est présenté par les avocats comme le seul témoin qui les a aidés. Il a médiatisé lui-même l'affaire Epstein en 2015 en fanfaronnant sur Clinton qui aurait des problèmes à cause effectivement de l'île d'Epstein, etc. Donc en fait, il apparaît comme un moteur dans l'affaire Epstein.
Et d'un autre côté, il y a le dossier iranien, dossier sur lequel il a toujours été le candidat de la paix. C'est-à-dire que c'est pour ça que les Américains l'ont élu. C'est pour en finir avec les guerres sans fin, avec des interventions ponctuelles qui deviennent des guerres et qui deviennent des guerres sans fin. Donc en fait, il y a une énorme contradiction. Donc ensuite, tu évoquais la thèse Alexis Cossette, mais que j'ai entendue aujourd'hui, par exemple, dans la bouche d'Andrew Tate. Oui, tout à fait. Bon, il la reprend, tu sais. Il a pas, voilà, qui est lui intégré dans l'écosystème des influenceurs qu'on appelle MAGA. Ensuite, il y a une constante des mandats de Donald Trump, et là je vais prendre un propos de Kissinger qui date de 2017, qui dit, pour comprendre l'administration Trump, c'est pas très compliqué, c'est une guerre entre juifs et non-juifs. Kissinger, 2017. Cette phrase-là, on la retrouve dans les mails d'Epstein, dans la bouche de Michael Wolff, qui est un des principaux adversaires dans le champ médiatique de Donald Trump, et il dit à Epstein, dans le mail, l'administration Trump, il le dit quelques mois après, en janvier 2018, c'est un mail de janvier 2018, Michael Wolff à Jeffrey Epstein, l'administration Trump, c'est une guerre entre juifs et non-juifs, et les juifs sont en train de la gagner. Donc lui, il complète la phrase de Kissinger. Donc, on a en fait des répétitions de séquences. Honnêtement, j'ai eu par exemple aujourd'hui des militaires qui ont été en opération dans ce genre de mission du type commando marine, etc., qui me dit techniquement qui ont participé à l'élimination de Kadhafi, quoi, des types sérieux. Bon, enfin opérationnel. Il me dit opérationnellement, je vois pas comment on peut liquider le gouvernement d'un pays en 48 heures. Donc il y a énormément d'inconnus. Effectivement, on sait que les Américains, c'est aussi ce qu'on appelle la société du spectacle. Tu faisais référence à la guerre en Serbie qui était à cause de l'affaire Lewinsky. Et parallèlement sortait au cinéma, parce qu'il y a toujours le côté hollywoodien de l'affaire, ce film qui s'appelle Des hommes d'influence, où un homme politique, pour échapper à un scandale sexuel, faisait tourner une guerre en studio à Hollywood, film avec Dustin Hoffman, absolument. Et Robert De Niro, qu'il faut absolument avoir vu pour comprendre comment fonctionne la politique américaine. En tout et cas, d'ailleurs, attends, permets-moi juste de faire une parenthèse, puisque dans ce film, en fait, on a vu le scénario qui a été établi à partir de 2002-2003, quand on a vu des migrants arriver en Grèce. Hein, je me souviens très bien. Et en fait, c'était le film comment dire, avec Dustin Hoffman. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Oui, tu voyais qu'Hollywood avait répété ce qui se passerait dans la vraie vie. Ouais. Oui, voilà, tout à fait. Pour rester sur les choses factuelles, parce qu'il y a quand même une propagande médiatique qui est quand même assez fascinante, c'est-à-dire que tous les médias qui passaient leur vie à chier sur Trump, tout d'un coup décident que Trump, en fait, c'est génial. C'est-à-dire que c'est le sauveur. C'est-à-dire qu'au moment où les peuples du monde sont horrifiés de voir que Trump suit Israël dans une aventure qui peut mener à la Troisième Guerre mondiale, on voit tous nos médias. Finalement, Trump a retrouvé la raison. C'est-à-dire que là, il y a quand même un problème de perception entre les populations. Ça montre qui contrôle tous les médias. Voilà. Alors, deuxièmement, il y a un autre narratif qui est le problème du nucléaire iranien. Alors, ce qui est jamais dit, c'est qu'il y a un pays dans la région qui a l'arme atomique et qui n'a pas le droit de l'avoir, mais qui n'est jamais visé par des visites de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, c'est l'État d'Israël. D'ailleurs, je signale, pour revenir, pour faire un peu de boucle sur Epstein, que c'est Robert Maxwell qui avait donné aux renseignements israéliens, puisqu'il était l'Israël Super Spy, Mordechai Vanunu, dans les années 80, qui avait fait fuiter dans la presse britannique, dans le Sunday Times, le programme nucléaire militaire israélien à Dimona. Et à ce moment-là, Robert Maxwell, qui lui avait une position importante via le Daily Mirror, avait utilisé sa position pour harponner Vanunu et en fait le vendre à l'État d'Israël. Et Vanunu avait fait 18 ans de prison. Et alors, pour compléter une autre idée d'Idriss Aberkan sur effectivement l'idée du James Bond, hein, on sait que par exemple le personnage dans Tomorrow Never Die, c'est-à-dire Demain ne meurt jamais,
Ouais. C'est-à-dire, c'est un patron de presse qui veut organiser une Oui. guerre entre, il me semble, les États-Unis et la Chine, de mémoire. Et C'est ça. on a demandé à l'auteur, est-ce que vous inspirez de Rupert Murdoch? Il avait dit, ah non, c'est pas du tout Rupert Murdoch, c'est Robert Maxwell. Donc, quand on dit moi, en bossant sur l'affaire Epstein, j'ai souvent eu l'impression, effectivement, d'être dans un James Bond, parce qu'on voit, en fait, Oui, c'est un James Bond. ce côté, et c'est tous les James Bond compilés, tu veux dire, c'est pas un James Bond, c'est une Absolument. compilation de plusieurs James Bond. Donc, enfin, en tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore une fois un dysfonctionnement médiatique total. On voit que l'ONU ne sert plus à rien, donc on a quand même cette implosion des structures de préfiguration du nouvel ordre mondial qui avait été mise en place depuis 1945, qui implose totalement. Quel est le rôle de Trump? Alors là, soit il est fou, soit il se suicide politiquement et aux yeux de l'histoire, soit il y a autre chose. Et ça, c'est la réponse nous sera donnée certainement dans les jours à venir, sachant que les fois précédentes, parce qu'on a quand même un retour de 10 ans sur Trump, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des phases similaires, on a eu un résultat assez de bombardement symbolique, mais à suivre. Oui, pour l'instant, Trump Qu'est-ce que tu montres, Pierre? Pierre, qu'est-ce que tu montres? Pardon, Idriss, juste, je rebondis sur le propos de Xavier, c'est-à-dire que, en fait, je sais pas, puisqu'on parle des médias, hein, voilà, et du film de James Bond, eh bien, aujourd'hui, c'est Larry Ellison, donc, qui est un sioniste de première, ancien PDG et fondateur d'Oracle, hein, la plus grande base de données utilisée dans le monde entier, je le rappelle. Donc voilà, ils ont racheté CNN. Hein, voilà. Aujourd'hui, ils contrôlent CNN, CBS News, hein, HBO, Warner Brothers, rien que ça, TNT, Food Network, Skydance, Paramount, enfin bon, il y en a à peu près une vingtaine. Donc aujourd'hui, eh bien, effectivement, quasiment la totalité des grandes chaînes de télé et studios Hollywood sont sous le contrôle de Larry Ellison, sioniste, qui finance Tsahal. Voilà. Donc on est bien dans un James Bond. Ouais. Il y a peut-être un autre paramètre, c'est la justice aussi, le rôle de la justice. C'est De qui? non, mais c'est passionnant de voir à quel point la justice, elle est quand même responsable en grande partie. Là, on le voit bien. Il y a un mec qui me disait, c'était Jakubowicz, il me disait un jour, et les médias l'ont condamné, la justice devra suivre. Et on voit bien à quel point la justice aujourd'hui, elle est vraiment. Et je pense que Trump, on peut lui reprocher ce qu'il veut, mais c'est la loi du plus fort. Au moins, il ne s'encombre pas avec l'hypocrisie d'une justice ou de droit de l'homme ou je ne sais quoi. La justice, le rôle de la justice, là, c'est passionnant parce qu'en France, alors évidemment, on a Macron qui nous dit que c'est une affaire américaine, l'affaire Epstein, mais la justice, les procureurs qui s'y font. Alors là, je viens d'apprendre, et c'est Pierre qui vient de nous l'apprendre, que Ariane de Rothschild serait écartée, ou tout du moins peut-être dans un placard. Ça c'est intéressant parce que là c'est plus un fusible, là c'est le disjoncteur, là c'est quand même, enfin on s'approche du disjoncteur là. C'est-à-dire que cette personne qui a en ce qui me concerne, on la voit sur des photos très proches de Manuel Valls au moment où tout m'arrive, moi. Que cette personne soit inquiétée, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, elle n'est pas inquiétée par la justice. Là, pour l'instant, c'est les clients de la banque, si je comprends bien. Voilà. C'est parce que les clients s'en vont. Donc, ils Voilà. partent, ils font sortir des milliards. Donc, alors là, effectivement, Mais Edmond Rothschild, elle panique, là. Mais vous n'êtes pas inquiété quand même. Ça ne vous inquiète pas le fonctionnement et le rôle de la justice quand même. Alors, la justice internationale, bon, elle a été piétinée, elle n'existe plus. Mais la justice en France, c'était quand même l'un des piliers du vivre ensemble. Qui est à l'Élysée? Qui est à l'Élysée? Quel couple est à l'Élysée? Et le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Voilà, et en nommant les magistrats. Donc c'est assez clair. Donc sur ce genre d'affaires, c'est le syndicat qui est au pouvoir. Donc rien ne bougera jamais. Ils sont le comment on appelle ça, le paratonnerre du réseau au niveau mondial. Dès qu'il y en a un qui se fait choper aux États-Unis, il se réfugie en France.
Polanski, tous, ils se réfugient tous en France. Ah, c'est Pourquoi? très intéressant. Parce que Attends, le la groupe qu'on pourriture a de la éliminé, c'est justice, le chers amis, la paratonnerre. pourriture de la justice, elle est pas d'aujourd'hui et elle est pas que de France. Et alors, Moi, je c'est- regarde dans les dossiers qu'a étudié Judith Reisman à quel point la justice peut avoir été infiltrée et pourrie de l'intérieur. Alors, je mets pas tous les juges dans le même panier, mais c'est pareil en France. Je veux dire, l'opposition la plus odieuse, la plus abominable à toute autorité sous l'Ancien Régime, je pense au règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI, ce sont les juges. Et les juges, je l'ai écrit, j'ai fait des études là-dessus, c'était des pédos, hein. C'était des pédos, c'était des pédophiles. Alors, je ne mets pas tous les juges dans le même panier, ça n'est pas mon propos. Bah, on l'a vu, Marion, Ce on l'a sont vu ceux qui avec le dirigent, juge. ce sont ceux qui dirigent. Tu dis, Pierre? qui Oui, font leur- on a vu avec le juge qui a prostitué sa fille de je sais Voilà. plus quel Mais âge. oui. Ouais, Au voilà. final, il pourra plus Non, mais exercer. la pourriture est là, la pourriture est là-dedans, c'est clair. Et je vois dans les travaux de Judith Reisman, elle a dit à un moment donné, il y a plusieurs commissions d'enquête qui ont voulu enquêter sur cette sexualisation de la société, sexualisation des enfants, etc. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête qui ont été commencées et elles n'ont jamais pu aboutir. Elles n'ont jamais pu aboutir. À un moment donné, le système s'est trouvé, le système qui défendait Alfred Kinsey s'est trouvé tellement fragile que Alfred Kinsey, il a pris l'avion, il est parti quelque part en Amérique latine, et des gens se sont dit bon ben on va attaquer les choses différemment, on va attaquer la justice, on va attaquer au cœur de la justice, et il y a des magistrats qui s'y sont collés et ils ont révisé le code pénal, ils ont révisé le code pénal, tout ce qui était interdit et considéré comme mal dans l'ancien système est devenu obligatoire à partir de la maternelle. Ouais, et puis, Donc, via le verre est dans le fruit, je dis, c'est la justice pourrie, la pourriture de la justice, c'est au cœur. Qu'est-ce que tu montres? Alors, juste. Non, attends, je voudrais terminer. Tu m'en Oui, mets non, des trucs. vas-y, parce que ça va dans ton sens. Le mal est au cœur de la justice. C'est au cœur du système. C'est comme ça que ça fonctionne. L'ancien régime est tombé sous le coup de boutoir de la justice, d'une justice mais pourrie. Et je ne dis pas que tous les juges étaient pourris, mais ceux qui sont pourris, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui sont aux commandes et qui sont capables à la fois de faire des broncades qui font que le royaume n'était plus gouvernable, et puis par derrière, c'est eux qui se tapaient les doigts. Ça, alors là, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle le gouvernement des juges. C'est impressionnant de voir à quel point la justice, l'ingérence de la justice et des décisions de justice dans la vie politique française. On l'a vu depuis Fillon, mais tout le temps là, avec Le Pen et tout ça. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que dans cette affaire, en fait, entre médias, justice, politique, ce triangle infernal, où finalement, dans l'affaire Epstein, ils sont tous plus ou moins liés, quoi. Et ils sont. L'affaire Jack Lang, Caroline et Jack Lang devraient être immédiatement mis en examen par ne serait-ce que par le fisc, par l'organisation de blanchiment via les îles Vierges, je sais plus lequel, via Epstein. J'ai eu des hélicoptères au-dessus de chez moi et 80 flics pour 27 000 € de TVA. Mais ils sont où L'heure de vol, plus les salaires des gendarmes, à mon avis, ça a dû coûter plus de 60 000 €. Ouais. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que moi, je me suis fait condamner pour des blagues. Je suis interdit de spectacle. On met à la disposition de l'administration des services de police colossaux 80 gendarmes, pour faire arrêter, même pas arrêter, pour me notifier simplement. Donc un arrêté préfectoral qui est, en l'occurrence, si je ne le respecte pas, c'est contraventionnel, c'est 135 €. Non mais on est dans un monde absolument incroyable, fou. Et alors cette affaire Epstein, effectivement, l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Et il semblerait bien que cette affaire Epstein soit l'allumette qui allume l'implosion du truc. Alors évidemment, il y a cette guerre en Iran qui fait. J'ai presque. Elle découle de l'affaire Epstein pour moi. Ouais. Bah en tout cas, c'est évident que dans les médias nous mentent tellement, c'est tellement devenu insupportable. Ils sont tellement à la solde
de ces milliardaires qui dirigent et qui contrôlent cette société que ça en vomitif, quoi. On a envie de, là, c'est insupportable de les voir, mais c'est vraiment 1, 2, 3 soleils. Plus personne ne bouge. Le nom d'Ariane de Rothschild, à aucun moment. Alors que dans les mails d'Epstein, on a très clairement Epstein qui nous dit « Je représente les Rothschild ». Bon. Oui, il y a 5000 mails entre Ariane et Epstein. Bah, attendez, il y a un truc encore plus grave. Vous avez un email, parce qu'on se posait la question de savoir si Ariane de Rothschild pouvait être inculpée. Bon, évidemment, la complicité de crimes contre l'humanité, c'est quand même assez mal vu. Si on avait été à Nuremberg, elle aurait été inculpée, c'est clair. Si on avait été dans le cadre de Nuremberg, elle aurait été inculpée. On voit que, en effet, les standards ont l'air d'avoir changé depuis. Mais on a un email d'elle où elle dit, donc c'est un email daté, je l'ai sous les yeux, du 10 novembre 2015, où elle dit à Jeffrey Epstein, j'ai ta crème glacée aux Oreos. Alors, pardon, on est entre deux milliardaires. Epstein, s'il veut de la crème glacée aux Oreos, il peut s'en procurer. Hein. Il y a pas de problème. Je veux dire, il n'a pas besoin qu'Ariane de Rothschild vienne lui apporter, hein, à moins qu'elle soit spéciale. Or, que nous dit le FBI sur crème glacée aux Oreos, puisque il y a quand même des gens qui luttent contre la pédocriminalité dans le monde et qui connaissent les codes utilisés. On sait que pizza, par exemple, c'était pour les enfants, hot dog en particulier pour les jeunes garçons. C'est pas une blague. Hein, ça a été même publié dans la presse mainstream. Ça a fini par être complètement officiel. D'ailleurs, ça relance la question du Pizzagate, hein, tout cela, hein, qui avait été présenté comme une théorie du complot, bien sûr. Parce que je vous rappelle qu'en face, vous avez des conspis qui ont pratiqué le négationnisme, on va pas le dire autrement. Hein. Ils ont fait un écran de fumée contre un crime contre l'humanité pendant 40 ans. Bon, et les mêmes journalistes ont été pris dans des affaires de pédophilie, les journalistes qui défendaient Podesta. Humbert notamment, avec les pédophiles de la rue du Bac. Donc, d'après le FBI, Oreo Ice Cream, ça veut dire en effet des jeunes enfants métis. Donc rien que ça mérite une enquête, ça mérite un interrogatoire. Ça mérite, là normalement, il y a au minimum un statut de témoin assisté. Vous entendez quoi par Oreo Ice Cream dans cet email? C'est pas prescrit, hein, ça date de 2015. Donc normalement, et je reprends ce qu'a dit Marion Sigaud, c'est-à-dire en effet, on est comme en Italie, des magistrats qui veulent faire leur taf, il y en a, hein, mais leur carrière va s'arrêter. Ils vont avoir des soucis. Ils seront mutés à Saint-Pierre. Voilà, soit ils seront mutés exactement, soit ils vont mourir physiquement. Mais des magistrats qui veulent faire leur boulot, il y en a simplement. Et c'est pas eux qui sont promus. Par exemple, Keir Starmer, faut rappeler qu'il était magistrat. C'est lui qui a empêché toute enquête quand il était magistrat. C'est lui qui a empêché toute enquête sur le vol Epstein et Epstein-Maxwell au Royaume-Uni. C'est Keir Starmer qui a fini chef d'État, enfin chef du gouvernement, qui s'est opposé à toute enquête. Donc, on voit en effet que pour faire carrière, il faut être compromis. Et ça, c'est connu dans toutes les la même chose pour Yael Pivet, Brown Pivet. Qui était avocate de Brunel, qui était le proxénète du volet français de l'affaire Epstein. Absolument. Ouais. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu, Idriss, l'aspect raciste des révélations Epstein? Parce que, alors ça me concerne directement, mais je crois que c'est important aussi parce que c'est... par rapport à ce qui se passe en Iran, partout, il y a vraiment une sorte de suprémacisme blanc. Oui, et puis au-delà, c'est juif quand même. Oui, mais juifs, parce que les juifs arabes sont vraiment considérés comme inférieurs par Epstein. Hein, c'est dit dans mais le blanc européen aussi est considéré comme un inférieur. Ça, en tout cas, il y a une hiérarchie des races chez Epstein. En plus, il s'en sert pour justifier son comportement sexuel. Donc, il dit, voilà, j'ai fait un séquençage ADN et puis j'ai tel gène récessif. Donc, c'est pour ça. Il n'a pas du tout les compétences pour ça. Hein. On est dans la pseudoscience la plus totale. Hein. Il n'est pas biologiste, Epstein. Par contre, il s'intéresse énormément à la biologie. Alors, il s'est entouré de tout un tas de professeurs de biologie. Ouais, qu'est-ce que tu montres, Pierre? Ça va justement dans ce que tu dis, puisque le New York Times a publié une photo du département de justice. On voit que Jeffrey Epstein, dans sa résidence à New York, ils sont en train d'opérer quelqu'un avec des médecins qui viennent de l'hôpital de Mont Sinaï. Il y a un côté Dr Mengele chez Epstein, c'est-à-dire que c'est incroyable. Alors, attends, je redis la dernière ligne. En fait, l'éthique médicale, enfin les experts disent qu'en fait, on peut pas, c'est quasiment criminel que d'opérer quelqu'un dans une résidence privée. Oui, ça c'est dans le New York Times, hein, c'est pas voilà.
C'est pas compliqué. N'importe qui d'autre que lui aurait fait ça. C'était beaucoup d'années de prison aux États-Unis. Hein. Et il y a eu des cas parce que tu sais que avec l'assurance maladie américaine, il y a des gens qui font des opérations sauvages à domicile et qui font ça dans le bien du patient, qui font pas ça pour des expériences complètement bidons. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, on attaquait Didier Raoult, soi-disant pour des expériences illégales, Ouais. alors que Epstein, il explique dans ses mails qu'il veut créer une race supérieure en mélangeant du génome dans le Zorro Ranch, qui veut faire du clonage humain. Donc l'éthique, en fait, vraiment, moi qui ai beaucoup étudié ça, le seul cas comparable pour moi, c'est l'unité 731 des Japonais. Donc l'unité des 731 des Japonais pendant la guerre de Mandchourie, où ils appellent les humains des rondins. En fait, vraiment pour déshumaniser, quand ils reçoivent un train de prisonniers chinois, il n'y avait pas que des prisonniers chinois, il y avait quelques prisonniers russes aussi, etc. Ils appellent ça des rondins. Et du coup, ça justifie de faire absolument tout ce qu'ils veulent dessus. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ça va dans ton sens puisque dans les mails d'Epstein, on voit que la JP Morgan et surtout Epstein en fait étaient déjà dans l'opération confinement, virus, etc. et que ça Ah a ouais. commencé en 2011. Ils en parlaient Donc, avec Bill Gates et puis surtout comment voilà. Epstein se retrouve à recevoir les minutes de l'organisation de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Incroyable. On lui transmet des trucs, mais le type, je rappelle, il a même pas le niveau pour être professeur de maths au lycée. Il n'avait pas le diplôme pour être professeur de maths au lycée. Voilà, Bill Gates n'avait même pas le niveau pour être médecin, ni à peine brancardier, quoi. Bill Gates n'a pas sa licence. Ok. Mm. Donc en effet, mais bon, Bill Gates, il est multimilliardaire, donc vu tout ce qu'il donnait à l'OMS, il se retrouvait à des trucs, etc. Mais en effet, il n'était pas censé donner des conseils. Là, Epstein, on se retrouve avec un gars, on lui donne les minutes de la préparation des pandémies, et ce qui non seulement d'un point de vue déontologique est inacceptable, mais qui fait du délit d'initié dans tous les sens, parce que Absolument. exactement, il va pouvoir jouer en bourse, etc. Alors je rappelle au passage, puisque il y a toujours la question de savoir s'il est encore en vie, hein, dans un de ces échanges, donc déjà le compte Fortnite d'Epstein a été utilisé. Alors vous me direz, mais quelqu'un d'autre a pu le racheter. Moi je veux bien, mais qui irait racheter le compte d'Epstein? Bon, très bien. Le compte Fortnite d'Epstein a encore été activé. On a des comptes Google d'Epstein qui ont été activés. On a des comptes DHL de livraison de colis qui ont été FedEx. Oui, FedEx, pardon, c'est pas DHL, tu as raison, c'est FedEx. Et puis, Epstein, juste avant sa mort, 2 jours avant sa mort, il a placé un demi-milliard, 577 millions dans un trust. Et ce trust a commencé à payer de l'argent à des victimes. Donc, ce trust, après sa mort, vraiment, il est mort, Epstein. Hein. Bon, non, ce trust va commencer à payer, à faire taire des gens. On a encore 14 terabits d'après Epstein File Search, hein, c'est un compte X que je vous recommande de suivre. 14 terabits de fichiers Epstein qui vont encore sortir, hein, donc on est loin et c'est comme expliquait Xavier Poussard. Là, ça va finir en 4K, réalité virtuelle. On a commencé en noir et blanc, low pixel et puis on va finir. On va finir avec tous les détails. Et en effet, il reste encore ça. Donc déjà, l'échange entre Ariane de Rothschild sur ses crèmes glacées aux Oreos, dans un monde où la justice est indépendante, elle est sous statut de témoin assisté et on est en train de la travailler en garde à vue pour qu'elle, ou pas garde à vue encore, mais témoin assisté, avec un avocat pour qu'elle explique en quoi elle parle de glace à l'Oreo à un criminel contre l'humanité. Idriss. La police, tu parlais du Pizzagate et des codes utilisés par les pédophiles. On sait que la pizza justement est un de ces codes. Moi, j'invite simplement les auditeurs à faire un test là, à l'instant sur leur téléphone. Vous googlisez Brigitte Macron pizza dans Google Actu et vous allez voir votre ordinateur ou votre téléphone va tout simplement exploser. Donc en fait, tout se fait devant nous. Alors sur la question du racisme, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est évidemment, on voit dans les mails d'Epstein une vision eugéniste et racialiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les goïms, en dessous, il y a les non-juifs blancs, et puis en dessous, il y a les noirs. Donc en fait, on a vraiment une vision du monde par la hiérarchie raciale, avec effectivement, au sein du monde juif, un mépris pour les séfarades, puisque c'est une conversation officielle, puisque Ehud Barak est en poste. C'est chaud quand même. Le mec, il est de gauche normalement au passage. Ehud Barak, voilà, j'allais y venir. Ehud Barak, il est in charge. Donc en fait, c'est la gauche de l'extrême droite. D'ailleurs, ça a été un projet dont Attali a parlé publiquement, parce qu'en fait, tout ce dont il est question est déjà public, puisqu'Attali, quand il disait il faudrait élargir le judaïsme à 50 millions avec un certain nombre de conversions
en discutant publiquement avec des rabbins libéraux, on est exactement dans la conversation des Ehud Barak de convertir des Russes, parce que c'est vrai que les séfarades, c'est quand même pas terrible, c'est un peu des bougnoules. En gros, c'est ça que ça dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ehud Barak, il incarne en fait l'aile progressiste d'Israël. Et en fait, Epstein, quand on regarde bien qui il a financé essentiellement des démocrates, des travaillistes au Royaume-Uni, et Jack Lang, il me semble pas qu'en France, il incarne l'extrême droite, jusqu'à preuve du contraire. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et c'est là qu'on rentre dans la psychologie en fait du pouvoir supranational, c'est que c'est un pouvoir supranational qui impose une sorte d'antiracisme et une promotion du métissage aux populations, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une propagande antiraciste sur toutes les télés depuis qu'on a 30 ans. D'ailleurs, Dieudonné, tu viens de ce monde-là et tu l'as démasqué toi-même, parce que tu as vu que derrière cet antiracisme, il y avait en fait ce racisme à travers la personnalité de Julien Drey, qu'on retrouve aujourd'hui sur CNews. C'est-à-dire que le type passe de SOS Racisme à CNews. Hein, c'est ce qu'avait dit Baudrillard. SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines. SOS Racisme, c'est pour sauver quoi? Bon, en fait, à travers Epstein, on voit exactement ça. On voit ces gens qui sont, voilà, ils sont habillés comme l'agneau. C'est le diable qui arrive déguisé en agneau. Et en fait, dans leur conversation privée, on voit que ce sont des racialistes et des eugénistes de l'Acabie, si tu veux, comparé avec effectivement ce qui est appelé dans l'imaginaire commun nazi. Voilà. C'est quoi en fait, on voit ce dévoilement. Vous voulez parler? Le plan racialiste eugéniste, c'est quand même le plan des Rockefeller. Le plan qu'il s'agit d'appliquer, qui a été avoué comme tel, enfin je veux dire, il y a des déclarations des Rockefeller en disant voilà, nous voulons un gouvernement mondial unifié, fondé sur ceci, cela. Si on va regarder dans les détails, c'est eugéniste. L'eugénisme tel qu'il a été exprimé par Margaret Sanger, qui a été vraiment la fondatrice de du Planned Parenthood, qui est devenu planning familial, elle avait une vision mais totalement raciste et Alfred Kinsey était un raciste. Ces gens-là voulaient éradiquer les Noirs. Ils voulaient éradiquer les Noirs. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et j'ai même rencontré des gens il y a quelques années qui m'ont dit non, mais nous on sait, il y a des études qui voient si on pourrait pas développer des virus qui n'attaqueraient que les Noirs. C'est-à-dire que il y a des gens au sommet, et je sais que la Fondation Rockefeller, elle est au cœur de ce système, qui sont eugénistes des deux côtés, c'est-à-dire il y a un eugénisme négatif qui veut éliminer les inutiles, les trop pauvres, les trop bêtes, les trop vieux, les trop ceci ou les pas assez cela, et un eugénisme positif qui veut créer une race de seigneurs. Et le cœur du système de Rockefeller, c'est ça. Le cœur du système de Rockefeller, c'est ça. Et Rockefeller s'est fondé pour pouvoir appliquer son programme, il s'est fondé sur la révolution sexuelle qu'il a financée auprès de Kinsey. Et Kinsey était un raciste, mais viscéral. Et un pédophile. Pour le coup. Et un pédophile. Mais alors lui-même n'était pas pédophile. Mais enfin, la connexion avec Rockefeller, moi j'ai étudié quand même un peu la question. En fait, dans le livre noir, il est évident quand on voit le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein, il y a une importante rubrique sur Rockefeller. David Rockefeller était voisin de Jeffrey Epstein, il figure dans ses contacts, c'est très clair. Il se trouve que la maison de David Rockefeller à New York, quand David Rockefeller est mort, est décédé, elle a été vendue à un proche des Clinton, dont le nom, il me semble, est Doug Band, et donc cette vente a été opérée par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein, mais plus simplement, et c'est ce qu'on découvrira sans doute dans d'autres des classifications, c'est qu'en fait l'articulation Rothschild-Rockefeller, elle se fait via ce qu'on appelle la commission trilatérale. Alors, Epstein était à la commission trilatérale et dans le livre noir, on voit bien qu'il y a marqué, il y a deux contacts à la commission trilatérale. Il y a Henry Kissinger et David Rockefeller. Donc, s'il est à la commission trilatérale et que ces deux contacts, c'est David Kissinger et David Rockefeller et Henry Kissinger, c'est-à-dire en fait les deux fondateurs de la commission trilatérale, c'est qu'il n'est pas là pour apporter les jus d'orange. Donc en fait, la commission trilatérale qui est quand même vraiment c'est vraiment, enfin vous prenez la liste qui est sur Internet et qui est donnée sur Internet. D'ailleurs, on voit qu'Ariane de Rothschild explique dans un mail à Epstein qu'elle va à la commission trilatérale. Alors Ariane de Rothschild n'apparaît jamais.
sur les listes de la commission trilatérale. Donc en fait, ça prouve simplement que les listes qui nous sont données sur Internet sont incomplètes. Mais de par les listes qui nous sont données officiellement en service de presse, bon, on voit très bien qu'on a affaire au maître du monde. Donc je pense qu'un des terrains d'opération, on peut déduire en tout cas qu'un des terrains d'opération de Jeffrey Epstein a été effectivement la commission trilatérale. Mais cela dit, le mail où il dit comme vous le savez, je représente les Rothschild, il dit pas comme vous le savez, je représente les Rockefeller. Bon, Marion Sigaud, vous aviez une théorie sur le rapport de force entre les Rockefeller et les Rothschild. J'aimerais beaucoup l'entendre parce que vraiment, ce qui ressort là de la façon dont le dossier Epstein a été publié, c'était que le dossier Epstein faisait partie d'une part des services secrets, CIA, Mossad ou autres, qui était en partie caché à une partie de la droite israélienne, de toute évidence. C'est pour ça qu'Ehud Barak l'a utilisé, c'est pour ça que Netanyahou l'a utilisé contre Ehud Barak à la Knesset. Et après, il y a un autre point, c'est le rapport de force entre les Rothschild et le gouvernement israélien actuel, puisque on a vu que des Rothschild se sont mis à pseudo-attaquer Netanyahou. Est-ce que c'était de la posture ou pas? N'empêche, c'était assez agressif. Il y avait normalement, les Rothschild se prennent pour les rois d'Israël, en quelque sorte, se prennent un peu pour la famille royale. Ils ont créé la nation. Ils le sont, hein. Absolument. Justement. Ils le sont. Alors oui, Rothschild et Israël, c'est le pâté patachon, je veux dire, Oui, mais ça crée le même rapport de force, c'est-à-dire normalement au Royaume-Uni, il y a eu Cromwell qui a décapité le roi. Ça crée un rapport de force entre le gouvernement et le roi. C'est-à-dire le roi, normalement, il s'occupe pas de politique. La reine d'Angleterre, elle est pas censée faire de politique. Il y a eu un gros clash entre elle et Thatcher, notamment sur la question de l'apartheid. La reine d'Angleterre était contre l'apartheid, et puis Thatcher, elle disait non, les Sudaf, ils sont très gentils avec nous. Il faut pas les emmerder sur l'apartheid. Et puis il y avait eu un énorme clash où la reine d'Angleterre était intervenue dans la politique britannique pour agir à sa manière contre l'apartheid. Là, on a l'impression qu'il y a eu un clash entre les Rothschild et ou les messianistes ou Bibi. Enfin, il y a un truc qui est pas passé. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Rothschild se sont pris un scud, parce que j'insiste, ça n'arrive pas, ça. Dans aucun journal, les Rothschild se font attaquer, c'est jamais arrivé. Ça fait 200 ans que c'est pas arrivé. C'est historique ce qui s'est passé. Que le nom Rothschild soit associé à un crime contre l'humanité, c'est jamais arrivé. Donc il y a des gens. Mais les Rothschild, c'est les Juifs et les Rockefeller, c'est les protestants. Hein, je veux dire, au sommet, il y a la place que pour un seul. Il y en aura pas deux au sommet. Ça sera les uns ou les autres. C'est comme en 2008 entre Lehman. Entre Lehman et toutes les autres banques. Et Goldman. Il faut pas être dans le systématisme. Il faut aussi voir qu'il y a un problème dans les élites occidentales de renouvellement des générations. Moi, je suis désolé. Le fils de Soros, c'est Soros. Il a son parcours, il a sa vie, mais bon, c'est quand même un personnage. Soros, son fils se promène en jupe. Oui. Il se promène en jupe et il se fait sodomiser par des Noirs. Bon, voilà, c'est aussi le déclin des élites occidentales. Le David de Rothschild, c'est un personnage, je veux dire, regardez le CV et les études de Alexandre de Rothschild. Ariane de Rothschild, c'est jamais que la bru de Edmond Rothschild qui s'est retrouvé à gérer la banque parce que le fils d'Edmond Rothschild, Benjamin, était héroïnomane. Enfin, il y a un effondrement, des élites occidentales. On est passé de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Oui, c'est clair. Enfin, c'est tout. Il y a un effondrement. Faut aussi voir ça comme ça, le poisson qui pourrit toujours par la tête. Et j'aurais voulu avoir ça répond pas tout à fait à la question que posait Idriss Aberkan. Enfin, est-ce que j'ai répondu, Idriss encore une fois, je veux votre théorie. Moi, j'ai écouté la théorie d'Alexis Cossette-Trudel aussi. Je sais pas lesquelles sont correctes, mais c'est bien d'avoir plusieurs points de vue. Selon vous, Marion, que j'aimais, je porte pas un jugement. Non, mais selon vous, Marion Sigaud, on serait en train d'assister à une lutte de pouvoir entre grandes familles. Pas forcément que Rothschild et Rockefeller. Oui, éventuellement, oui. Et vous aviez dit que vous aviez autre chose à dire sur les Rockefeller. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, j'en ai des choses à dire sur Rockefeller. J'ai oublié ce que je voulais dire sur les Rockefeller. Les Rockefeller, ce que je sais, c'est qu'ils sont absolument avec la CIA. Ils sont au cœur de toutes les trahisons qui ont été faites au peuple américain. Je veux dire, pendant la guerre, les Rockefeller avant la guerre, ils ont collaboré avec les nazis. Pendant la guerre, ils ont continué de collaborer avec les nazis. Ils ont collaboré avec Staline. Enfin, je veux dire, ils sont à l'origine de toutes les trahisons, les Rockefeller. C'est absolument certain. Ils ont un programme d'éradication de 90% de la population mondiale. Ils s'en cachent quasiment pas, quoi. Je veux dire, ils sont absolument monstrueux. Ils sont la main dans la main avec la CIA.
et excuse-moi, je termine ma phrase et je te passe la parole. Ils sont la main dans la main avec la CIA, et j'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver, c'est simplement maintenant, c'est arrivé au vu et au su de tout le monde, alors que c'était le secret le mieux gardé, le mieux caché. Les efforts qui ont été faits pour que jamais la main droite sache que faisait la main gauche de tous ces gens-là, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Alors je vous renvoie pour ça au livre de Judith Reisman qui s'appelle Kinsey, Rockefeller, CIA, qui est son dernier ouvrage. Il a été publié en français avant d'être publié en anglais, ce livre, parce qu'elle l'a envoyé, elle est morte avant de pouvoir en faire un livre, donc elle m'en avait envoyé le PDF en anglais, je l'ai fait traduire et j'ai obtenu les droits pour en faire un livre. Donc ce livre est paru en français avant de paraître aux États-Unis, et là il va paraître, il est en train de paraître en anglais également. C'est vraiment une analyse de ce qu'est la pieuvre Rockefeller dans les crimes, dans l'opération Paperclip, dans la destruction de l'Occident, dans la destruction du christianisme, dans l'eugénisme le plus abominable, la sexualisation des enfants, la révision du code pénal, la promotion tous azimuts d'une homosexualité décomplexée, absolument odieuse, enfin indécente. L'indécence. Ils sont capables les Rockefeller ont le pouvoir de se faire les Rothschild ou pas? Moi, c'est ça, en termes de rapport de force. Mais c'est une question. Alors, c'est la question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais je vous recommande vivement d'aller regarder l'analyse qu'on a faite Judith Reisman dans son livre Kinsey, Rockefeller, CIA. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ça parce que ça va très, 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 très loin. Ça va très, 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 très loin. Et moi, quand j'ai vu arriver l'affaire Epstein, j'ai dit, tiens, c'est marrant, on n'entend pas Rockefeller. Alors qu'ils sont au cœur du truc. Ils sont au cœur. Par des dossiers. Ouais. Le chantage. Tout le système Rockefeller, il est fondé sur le chantage. Vous savez, il y avait un Lolita Express dans les airs et il y avait un Lolita Express à terre. Vous savez ce que c'était? Le manoir de Hugh Hefner à Playboy. C'est exactement le même truc. On attire des gens, on les fait coucher avec machin derrière des glaces sans teint, on leur fait faire des saloperies et après on les fait chanter et tout. Hugh Hefner avait dans son siège Playboy exactement le même modus operandi et les mêmes complices et les mêmes protections que aura plus tard Epstein, parce que Epstein est arrivé après Hugh Hefner. Playboy a été antécédent au truc d'Epstein. Après, Epstein est arrivé et ça a continué. Alors, le système de pourriture de la société américaine, ça passe par le chantage sexuel et ce sont des ficelles qui sont tirées par des gens qui veulent l'éradication de 90% de la population mondiale et l'esclavagisation des 10% restants. Enfin, juste, tout Marion. ça maintenant, ça nous mène en Israël. Ok, je vous donne la base. Après, à la sortie, on verra. Les Rockefeller sont féministes et qui veulent développer le monde, c'est clair, c'est confirmé. Il y a des écrits qui le démontrent. Il y a eu des déclarations publiques où ils disent il y a trop d'humains sur Terre. Oui, ça c'est complètement, c'est pas du tout un secret. Xavier, tu voulais dire un truc, je crois? Oui, mais tout ça passe par le narratif du réchauffement climatique, puisque c'est ça qui sous-tend la justification de la dépopulation, c'est le narratif du réchauffement climatique. Et là, pour le coup, c'est ultra sourcé. C'est-à-dire que toutes les fondations de défense du climat passent effectivement par les fondations Rockefeller et sont centralisées et ensuite par des biais de dominion sont financés comme ça. Donc on retrouve aussi, mais en fait, il faudrait pas opposer certaines familles à d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que les Rothschild et les Rockefeller. On voit aussi qu'il y a la famille Pritzker qui est très très importante dans la politique, notamment au niveau de Chicago et dont on découvrira qui sont certainement derrière en partie derrière Obama. En fait, l'homme politique qui est quand même beaucoup visé. Peut-être plus encore que les Clinton à travers les déclassifications Epstein à terme, c'est sans doute Barack Obama qui est vraiment un produit de ces réseaux. Mais effectivement, il faut voir ça comme un gouvernement mondial, une super classe, une hyper classe supranationale, un gouvernement de l'ombre avec une sorte de conseil d'administration, un conseil d'administration au sein duquel peut y avoir les Rothschild, peut y avoir les Rockefeller, avec chacun des segments, avec des narratifs effectivement mensongers, c'est-à-dire ce qu'on expliquait tout à l'heure à propos d'eugénistes racistes qui promeuvent l'antiracisme, des populateurs qui qui font ça sous couvert de lutte pour protéger le climat ou la planète, etc. Donc en fait, c'est cet empire du mensonge
c'est cet empire du mensonge qui tout simplement est dévoilé. Ok, Xavier. C'est exactement ça. C'est exactement attends, ça. juste avant C'est Pierre. exactement ça, comme ça que je vois les choses. La question fondamentale, c'est est-ce qu'une famille a tenté de bouffer l'autre, en fait? C'est ça le truc. Là, tu me dis que les familles travaillent ensemble. Oui, très bien. On Et le là, sait. il dit clairement, je représente les Rothschild. Moi, ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un mail à JP Morgan où il se réjouit que à la tête de JP Morgan, il n'y ait plus que des Juifs. Donc visiblement, si on est dans cette Du coup, classe, parce que pour Rockefeller, apporter une réponse, ce serait plutôt les Rothschild qui auraient bouffé les Rockefeller. on sait tous aujourd'hui que les Rockefeller au plus haut niveau, ils sont antisémites. Je veux dire, tout le monde le sait. C'est des mecs qui sont, ils ont leur conception du messianisme, elle est très très Oui, différente. mais les échanges que je te rapportais tout à l'heure au sujet de Kissinger ou au sujet de Michael Wolff à Epstein montrent que au plus haut niveau, tout le monde est antisémite. Oui, c'est ça le Je truc. veux dire, faut pas mentir aux gens. Bon, au plus haut niveau, tout le monde est antisémite. D'ailleurs, on pourrait, quand on parlait des secteurs, etc., on sait que la famille Maxwell a été très importante pour faire le lien avec l'assassinat de Mahmoud Ahmadinejad, que la famille Maxwell a été très importante dans la construction du récit de l'Holocauste, hein, et on a des témoignages qui montrent que Robert Maxwell en avait chargé son épouse Elisabeth Ménard, parce que lui-même qui avait vécu la persécution des Juifs d'Europe, était sceptique quant au récit de l'Holocauste. Est-ce que demain, on va pas avoir dans une salle de mail des propos révisionnistes de Jeffrey Epstein donnant raison finalement à Mahmoud Ahmadinejad? On a déjà des propos borderline d'Epstein avec Ariane de Rothschild quand il dit on a financé Hitler et tout, et c'est sur son email de vacances. Voilà. Parce Donc, que les mecs, tout va venir, parce qu'en fait, c'est apocalyptique. L'apocalypse, ça veut dire le dévoilement. Et en fait, c'est simplement un dévoilement et de comprendre le mensonge, comment la bête arrive déguisée comme le bien. Hein, La bête de l'événement est là. La voilà, bête de la bête de l'événement. Voilà, exactement. Alors attends, mais je voudrais ajouter quelque chose. Marion Sigaud, dans les années, je crois que ça a commencé à partir de 1975. Moi, j'étais au lycée, hein, et on a vu arriver des représentants du planning familial, donner des cours de sexualité, mais surtout pour inciter. De contraception, allez, dis-le. Ouais, j'allais venir. Et surtout d'expliquer aux lycéennes françaises, de ne pas avoir d'enfants et leur donner tous les moyens de contraception, pilules gratuites et ainsi de suite. Ensuite, on a vu en France, on donnait la pilule du lendemain. Hein, Marion, si vous peut le confirmer. Ils ont fait tout un bint à la télévision. Et deuxième point que je veux juste ajouter, c'est que Philippe Aymar, dans son livre Covid-19, enquête sur un virus, a très bien montré qu'il y a eu plusieurs réunions, et là je rejoins, je vais mettre Xavier, Marion et Idriss d'accord, c'est-à-dire qu'en fait aussi bien les Rockefeller que tous les autres, ainsi que la fameuse animatrice de télévision américaine, se sont réunis à plusieurs reprises en comité restreint pour parler des confinements à venir. Oui, c'est vrai. Donc ils étaient d'accord entre eux, il n'y avait pas de guerre du tout. Je le précise. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, tiens, parce que, attends, il faut que je rallume mon téléphone. Non, vous le voyez pas parce qu'il y a trop de lumière. Alors, en fait, Epstein a donné 9 millions et demi, pardon, pour produire le premier bébé fabriqué sur mesure et sans doute un clone humain. Et donc, il a demandé 9 millions et il lui garantit, grosso modo, d'avoir le premier bébé dans les 5 prochaines années. Ça, c'est à peu près une centaine de lois de bioéthique. Là, on est dans le total. Hein, c'est complet. Mais attends. Epstein avait dit que son objectif, c'était de repeupler le monde avec ses spermatozoïdes. Je veux dire, vous l'avez tous vu, ça. On en a parlé. Au passage, un dernier point là-dessus qui vous donne raison aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est démontré que le meilleur contraceptif, c'est les prix de l'immobilier. Et c'est complètement... Exactement. Regarde le Japon, par exemple. Le Japon, ils sont à moins d'un enfant par femme et ils ont le mètre carré le plus cher au monde. Et en fait, ce qui fait que les Italiens ne faisaient plus d'enfants, ce qui faisait parce qu'ils habitaient chez leur mère très très tard. Même Umberto Eco s'en était ému. Hein. Et en fait, le planning familial, c'est une chose, mais alors la meilleure façon de faire en sorte qu'un pays ne fasse plus d'enfants et donc soit vidé en une génération, pour des gens qui réfléchissent à plusieurs générations, ça pose pas de problème, c'est d'avoir des prix d'immobilier élevés.
Or, qui fait ça? Bah, BlackRock, Vanguard. BlackRock rachète tout. Tu as raison, Idriss. BlackRock rachète tout. Et on a vu Goldman Sachs. Moi, c'était dans ma revue de presse en 2009. Ils ont commencé à racheter Goldman Sachs. Attends, tu imagines? Ils rachètent tous les HLM de Madrid. Voilà, ensuite, ils ont racheté des HLM. Ils n'ont pas racheté des propriétés de luxe. Ils ont racheté des HLM de Barcelone et de Madrid. C'est ça. Voilà. Et Bill Gates aussi rachetait plein de trucs. Donc, ouais. Les amis, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, il y a 50 000 personnes qui sont, on les salue. En train de nous regarder. Merci à tous les, salut les 50 000 et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que je pense que derrière cet intérêt, il y a des gens, puisqu'il y a quand même, on remercie quand même Musk de nous permettre de nous exprimer librement. Hein. Moi, je suis banni de tous les autres réseaux. C'est bon. Et derrière cet intérêt, et puis on va peut-être, vous allez pouvoir chacun réagir. Comment vous traduisez en fait cet intérêt incroyable des gens pour ce sujet, sans être vraiment informés comme vous pouvez l'être vous, intellectuels, journalistes. Comment vous traduisez en fait cet intérêt populaire autour de ce sujet qui est quand même un sujet compliqué, difficile et qui remet en cause l'intégralité de la structure. Comment vous l'expliquez cet intérêt chacun? On peut commencer par celui qui veut. Ouais, moi je dirais simplement, c'est que les Français sont pas totalement idiots non plus. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que les médias leur mentent chaque jour qui passe. C'est aussi simple que ça. Quand ils essayent de faire passer l'affaire Epstein pour une opération russe, mais ils se payent leur tête, littéralement. Enfin, les gens ne sont pas tout à fait idiots quand même. On en parle. Moi, j'ai publié un livre sur le sujet. Caroline Lang, l'autre jour sur BFM, je sais pas ce qui lui est arrivé. À peine. Et on voit dans le mail qu'elle sait parfaitement ce qui lui est arrivé. Donc c'est normal. C'est normal. Nous sommes je veux pas dire les seuls, mais presque à donner des informations factuelles régulièrement. Hein, c'est aussi bête que ça. Mon pétage de plomb l'autre jour a fait plus de 2 millions de vues dans les différents réseaux sociaux. Il y a une raison pour ça. Les gens sont écœurés de l'affaire Epstein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on essaie de la réduire surtout. Moi, Exactement. Parce que là, ceux qui sont vraiment en panique, et on le voit à leur rage, à leur haine, c'est ceux qui se faisaient appeler les déconspis. On voit en fait que d'une part, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le gaslighting en psychologie, c'est de la torture psychologique, c'est-à-dire dire à sa victime de pas faire confiance en ses propres sens, en ses propres perceptions. Exactement. Mémoire, c'est du gaslighting, c'est reconnu comme une torture psychologique. Et on voit qu'il disait mais non, pas du tout, c'était pas un réseau. Il y en a certains qui sont allés jusque dans l'abomination de dire il n'y a pas de victimes dans l'affaire Epstein, il y a que des plaignantes. Vous avez qui est vraiment immonde, qui a sorti des trucs pareils. Donc ça, c'est des propos qui sont, on accusait les uns et les autres de négationnisme. Mais là, on a un crime contre l'humanité qui est documenté. Un crime contre l'humanité qui en plus, vous savez, d'un point de vue. Ah oui, mais comme ça vient des Israéliens, donc ça compte pas. Ça vient en plus de plein de gens, au-delà des Israéliens. T'avais la CIA aussi. T'as nos propres services qui sont impliqués, t'as nos propres magistrats qui sont impliqués. Enfin, qu'ils ont protégé. Belloubet a protégé. Donc, si tu veux, c'est gravissime. Et le pire, c'est qu'en effet, la presse israélienne en parlait librement et en parle aujourd'hui librement quand nous, on peut pas. Par exemple, nous, la presse israélienne a toujours été plus libre que la nôtre. Exactement. Israël, je connais un Arrête, petit peu, on dit 1000 fois plus de beaucoup trucs en plus Israël que nulle part ailleurs. Vraiment. Arrête, c'est beaucoup plus libre que la presse française, c'est factuel. A toujours été. Même le Jérusalem Post en a parlé. Après, tu as toute la presse alternative israélienne qui en a parlé aussi, comme Plus 972 Mag, etc. Juste, je termine là-dessus. Il faut armer les esprits. C'est-à-dire, là, ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que Dieudonné, par exemple, son premier direct, il a fait 300 000 personnes en simultané. Je veux dire, si Dieudonné était dangereux, ça se saurait. Ça se saurait. Parce qu'un type qui peut faire 300 000 personnes en simultané, s'il était dangereux, il soulève la France, en fait. Et c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plutôt parler de paix, parler d'apaisement, vivre ensemble, etc. Je sais que c'est suranné comme truc. Et malheureusement, c'est ça où on va tous crever. On verra pas l'année 2027. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont pour qu'on ne voit pas l'année 2027. Ils se sont exprimés, ils l'ont déclaré, ils ont échangé des emails là-dessus. On a des gens qui se sont coordonnés pour qu'une grande partie de l'humanité ne voit pas l'année 2027. Oui. Dieudonné fait 300 000 personnes en simultané. Moi, le record de ma chaîne, c'est 30. Je donne juste comme ça. Voilà. Et s'il voulait, il pouvait soulever les banlieues.
On l'a vu dans l'affaire Naël. C'est ce qui fait le plus de peur au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, quand il a mis un gilet jaune, déjà, ça a fait péter des plombs à beaucoup de gens. Donc, la réalité, c'est que on voit qu'on nous a menti, en effet, qu'il y a eu un négationnisme forcené sur des crimes contre l'humanité qui sont motivés racialement en plus. Et en droit pénal, tu as la mens rea, c'est-à-dire avoir l'esprit coupable. Pour être reconnu coupable, il faut avoir l'esprit coupable. Si bien sûr, si t'es fou, par exemple, bah, t'es pas reconnu comme coupable. Et là, l'esprit d'Epstein était coupable, il s'en vante dans ses emails. Il nous dit très bien, il y a les crevettes noires, elles sont dégueulasses, elles sentent mauvais. Enfin, le mec, c'est ce qui se fait de pire. Il est reçu par les présidents de gauche comme Bill Clinton. Il est reçu par toute la gauche dans le monde entier, de Ehud Barak à Mendelssohn, en passant par Keir Starmer, qui sont tous de gauche, hein, qui se déclarent tous de gauche. Et ça pose aucun problème. Bah, en effet, il faut dire à notre public, vous avez eu du négationnisme à grande échelle. Vous avez des gens qui continuent de minimiser le dossier Epstein en vous disant soit que c'est un agent russe, ce qui est en effet complètement un mensonge, soit que c'est pas un gros réseau. En fait, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de victimes. D'ailleurs, ça tombe bien, il n'y a pas de client, puisqu'aucun client n'a été condamné. Ghislaine Maxwell reste la seule personne de l'histoire à avoir pris 20 ans de prison pour trafic de mineurs en ayant trafiqué des mineurs à personne. Parce qu'elle est en tôle, elle a trafiqué des mineurs à personne. Il n'y a aucun de ses clients qui est en tôle. Même le prince Andrew, dont Virginia Giuffre, je rappelle qu'elle est morte dans des circonstances très bizarres, l'a accusé de l'avoir violée. Eh bien, Virginia Giuffre, le prince Andrew, il n'est pas inculpé de ça. Il n'est pas inculpé de ça. Il est inculpé de délit d'initié et d'intelligence avec une puissance étrangère. Et il fera jamais un jour de prison, on le sait bien. Je pense pas qu'il aura de bracelet électronique aussi pour revenir à l'ouverture de cette vidéo. Donc, il faut informer. Là, aujourd'hui, il faut pas armer les gens physiquement, il faut les armer intellectuellement. Il faut dire, attendez, quand vous avez le terrorisme intellectuel aujourd'hui qui essaie de taire le dossier Epstein, quand vous avez un terroriste intellectuel qui essaie de diaboliser Dieudonné, bah, mettez-le dans la balance. Combien il a diabolisé Epstein? Moi, je veux juste savoir qui est le plus fréquentable du coup. Parce que là, on a vraiment la presse française et ces gens-là, ces terroristes intellectuels, qui sont complètement au clair avec le fait que Epstein est plus fréquentable que Dieudonné. Moi, c'est ça qui est terrifiant en fait. Et ça, c'est quelque chose dont on doit armer notre audience, parce que sinon, ça va se reproduire. Je voudrais répondre à la question de Dieudo, c'est-à-dire, Dieudo, ta question, c'est à notre avis, qu'est-ce qui justifie cette mobilisation? Je crois que c'est simplement la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est quelque chose, moi je vois les gens qui me reconnaissent et qui me remercient pour ce que je fais, c'est merci pour votre recherche de la vérité. Moi, si je me trompe, bon, ça m'arrive de me tromper, je rectifie et c'est autant apprécié que si je me trompais jamais, quoi. L'idée de recherche de la vérité, c'est ça que les gens respectent infiniment et c'est ça dont ils ont besoin. C'est absolument ça dont ils ont besoin. Parce que c'est effectivement, on est face à une usine à mensonges, tout est mensonge, et les chercheurs et les travailleurs de la vérité, les alpinistes de la vérité, ce sont des gens qui sont respectés en tant que tels. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et moi, je passe ma vie à ça. Hein. Moi, je recherche la vérité. C'est du plein temps depuis à peu près 35 ans. Xavier, ton avis là-dessus? Oui, bah le public est en demande dans une époque qui est une époque effectivement apocalyptique au sens du dévoilement, avec les individus qu'on nous a vendus. Faut quand même savoir qu'on découvre en fait des personnalités. Par exemple, un monsieur Bill Gates, on nous a vendu que c'était quelqu'un qui avait créé Microsoft en bidouillant des ordinateurs dans son garage. Oui. Là, en fait, les gens découvrent qu'en fait, on a affaire à un tout autre individu, c'est-à-dire en fait des individus fabriqués dont le CV est intégralement fabriqué et qui sont tenus par effectivement des sexualités pour le moins déviantes. On voit par exemple Monsieur Jack Lang, dont on nous a expliqué que c'était l'incarnation de la culture française pendant toutes les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Indéboulonnable, c'était la culture française, c'était Jack Lang. Bah voilà, les gens découvrent ça et ça se répète dans tous les pays sur des individus clés. Peter Mandelson joue un rôle très important
la politique britannique comparable à celui de Jacques Attali en France. Voilà, et donc dans chaque pays, donc et ça va continuer comme ça, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui est effectivement apocalyptique et qui sonne en quelque sorte le réveil des peuples, avec un narratif médiatique qui continue comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on a la déclaration effectivement de Macron, c'est pas une affaire française. Alors les gens vont dans les mails, ils tapent, ils regardent, et puis ils voient que Marlène Schiappa a bloqué l'enquête en France dès 2019. Voilà, ils s'intéressent à Macron, ils s'intéressent à leur histoire, ils s'intéressent à leur entourage. Ils tapent Macron, ils regardent Rothschild, etc. Ils regardent et puis ils comprennent. Et au fur et à mesure, ça vient, et puis ça suit quand même des années et des années de mensonges, puisque il y a eu la guerre en Irak avec la fameuse preuve brandie à l'ONU. Ensuite, il y a eu toutes les anomalies sur le 11 septembre, la guerre en Irak, le non-référendum de 2005 qui a été trahi. Je passe, il y a eu la période du Covid qui a quand même été... Là, on a vu que c'était organisé par Epstein et ses amis, c'est ça qui est dingue. Personne n'en parle. BFM devrait faire ça devrait être à la une. Les gens comprennent en 2020, 2021, 2022 que ça déconne complètement sur le Covid. D'ailleurs, Poutine met fin au Covid le jour où il rentre en Ukraine. Alors, là, déjà, il y avait un problème dans le narratif. Et puis là, ils se remettent dans les mails d'Epstein, et puis ils découvrent qu'en fait, c'était planifié chez Epstein avec Bill Gates, Larry Summers, la banque JP Morgan. Et au bout d'un moment, il y a tout qui vient, quoi. Et après, on a une image, comme j'ai toujours dit, cette image qui, à chaque jour, gagne en définition, et qui un jour sera sans doute en 4K, et puis après-demain en 3D, dans cette phase qui est effectivement apocalyptique. Non, mais c'est Alors, bien. alors justement, puisque là, pour embrayer avec l'apocalypse, hein, c'est un peu, hein, j'ai écrit 777 il y a longtemps. Eh bien, dans les mails d'Epstein, c'est fascinant. Je l'ai là, ça date du 4 juin 2014. Hein, voilà. Et en fait, Epstein, manifestement, à force de tuer des bébés, il devait quand même se poser des questions. Et donc, il est allé chercher dans les textes juifs de l'Ancien Testament et ailleurs les extraits où, grosso modo, le Dieu d'Israël autorise l'assassinat d'enfants. Ça doit pas être dans la Torah, ça. Hein. Je crois pas que ce soit attends, laisse-moi finir. Ézéchiel, par exemple, alors là, il y a Ézéchiel 9.6. Alors, tu peux tuer tout le monde, les vieux, les jeunes filles et les petits-enfants. Hein, là, tu fais référence à Amalek, là, précisément. Tu fais référence Ézéchiel 9.6, vous pouvez vérifier dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a Isaïe 13.6. Leurs enfants devraient être crachés contre le mur devant leurs yeux, hein, voilà. Et leur maison devrait être vidée et leurs femmes enlevées. Ensuite, il y a le Deutéronome 13.15. Alors, tu pourras tuer tous les habitants de cette ville avec une épée. Le Lévitique 29 pour alors attends, c'est quoi? Ouais, grosso modo, tu peux tuer tout le monde, hein, je résume. Exode 32, 27, le Seigneur Dieu d'Israël, tu peux passer chaque homme, tu peux leur couper la tête, hein, voilà. Le Deutéronome 21, 10, etc. Exode 31, 15, et Deutéronome 21, 21. Voilà. C'est le massacre permis par le Dieu d'Israël, et donc de massacrer jeunes, vieux, femmes et bébés. Et les animaux aussi. Ouais. Ça, c'est un mail d'Epstein qui s'envoyait à lui-même. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est révélateur. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un texte qui est ce qu'il est. Mais le problème, c'est que ce texte est pris de façon littérale par des gens qui sont dans le super pouvoir, c'est-à-dire c'est Netanyahou qui aujourd'hui attaque l'Iran. Exactement. C'est Pourim. Netanyahou, il est pas. Un jour de vengeance pour l'Éternel, une semaine de représailles pour la cause de Sion.
Et en fait, il est là-dedans, le type. Et donc, en fait, on prend un texte comme ça. D'ailleurs, on voit, c'est des extraits de la Torah ou du Talmud que tu lis, et on voit derrière, dans la bibliothèque d'Epstein, tout le Talmud. Et le problème, effectivement, c'est qu'on a des gens qui sont des fanatiques, en fait, qui dirigent ce qu'on appelle l'Occident collectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les démocraties libérales. Et en fait, les gens découvrent on leur a vendu qu'il fallait faire la guerre contre des dictateurs sanguinaires. Donc, ont accepté, parce qu'après tout, qui va pleurer Kadhafi? Qui va pleurer Saddam Hussein? Aujourd'hui, qui va pleurer les mollahs? Et puis, ils découvrent qu'en fait, à la tête des démocraties libérales avancées, il y a des gens comme Jeffrey Epstein, des gens comme Benjamin Netanyahou, qui lisent des textes obscurs, qui sont en fait des textes racistes et d'appel au meurtre, de façon littérale, et qui en plus les appliquent parce qu'ils ont les moyens de les appliquer. Oui, et que ça, ils le font au nom de Dieu. Pour l'affaire Epstein. Et Xavier, et parce qu'ils le font au nom du Dieu d'Israël, précisons-le quand même. Mais ces mecs, tu vois bien, ces mecs, ils ont pas de vertu religieuse pour dessous. Tu prends Netanyahou, il est complètement paumé question religieuse, il y connaît rien en réalité. Il a son logiciel révisionniste qui est complètement, que même t'as des tas de. Ouais, enfin, il était attaché à Schneerson, hein, je le rappelle. Justement. Alors Schneerson, c'est encore un autre truc. Il était attaché, mais il l'écoutait parce qu'il y connaissait rien lui-même, tu vois. C'est ça. Et tu vois pareil avec comment il s'appelle, avec Epstein. Enfin, Epstein. T'as pas 2 grammes de vertu religieuse dans ce qu'il a fait. Moi, tu sais, pendant le Covid, j'avais suivi un type qui avait été un vrai héros et qui est mort et qui avait été caricaturé. C'était le rabbin Zev Zelenko qui défendait. Oui, absolument. Exactement. Lui, tu voyais tout de suite, là, tu voyais un gars qui était sérieux sur le plan religieux, tu vois, et qui, au passage, ferait pas de mal à une. Et qui était médecin d'ailleurs. Qui était médecin, qui soignait gratuitement ses patients, il avait été caricaturé par un enfoiré, bref, pas que d'ailleurs, mais bref, et il avait défendu l'hydroxychloroquine et tout. Là, tu sais faire la différence entre un type qui prie vraiment. Ce que je veux dire, c'est qu'Epstein, je pense pas qu'il priait des masses, tu vois, et Netanyahou, je pense pas non plus que sa relation avec Dieu soit particulièrement développée, quoi. En réalité, on a plutôt affaire à un mec qui est dans la compulsion extrême, qui est. Pourtant, il cite tout le temps des textes de l'Ancien Testament. Il y a des années pour la paix, des années pour la guerre, et donc là, on va faire la guerre. Je suis complètement d'accord, mais les gars, en général, les types qui te citent ces textes justement pour buter des gens, pour justifier tout, parce qu'en plus, Netanyahou en permanence, il te met un pointeur laser en disant c'est Amalek, donc il va te trouver le nouvel Amalek, et comme ça, parce qu'en fait, Netanyahou, il a sa méthode, elle est simple, c'est celle du pompier pyromane, on le sait tous ici. Lui, Netanyahou, il a un plan très précis pour Israël, dont on sait sondage après sondage en Israël que les Israéliens voteraient pas pour. Par exemple, la deuxième rive du Jourdain. Jamais les Israéliens votent pour aller envahir la Jordanie. Tu peux chercher toutes les années, année après année. T'as jamais un moment, même à la Knesset ou autre, où les Israéliens sont prêts à voter pour déclencher une guerre avec la Jordanie. Ça n'est jamais arrivé dans tous les sondages d'opinion. Et même Haaretz en a publié plusieurs pour bien rappeler ça. Ça, c'est l'agenda sioniste révisionniste de Netanyahou. Et lui, il sait qu'il peut l'obtenir que s'il dit aux Israéliens en particulier et aux Juifs dans le monde en général, vous allez crever. Et lui, tous les 6 mois, il essaie de dire à tous les Juifs du monde, vous allez crever, sans moi, vous allez crever. Sans moi, vous allez crever. Il y a les méchants goyim, antisionistes, etc., qui veulent vous exterminer, parce qu'ils veulent vous exterminer. Et sans moi, vous allez crever. Donc, d'un côté, il te fait Gaza, il te fait le Hamas, dont on sait bien qu'il a admis publiquement. Il a dit tous ceux qui veulent impérativement, tous ceux qui ne veulent pas voir l'État palestinien exister, doivent suivre notre politique de financer le Hamas. C'est ce qu'a dit Netanyahou dans une conférence publique, ça a été republié par la presse israélienne. Donc ce type en permanence, il cultive une peur absolue parce qu'il sait très bien que sinon il n'aurait pas le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait la guerre tous les 6 mois. C'est pour ça qu'il déclenche, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, il déclenche les beepers avec le Hezbollah, il déclenche ce qu'il a fait en Iran, et il a même atteint un niveau où il cultive ses propres ennemis. On l'a vu avec Al-Jolani, etc., ou d'autres éléments en Israël ou ailleurs. Il cultive ses propres ennemis pour dire aux Juifs, sans moi, vous êtes morts. Donc moi, honnêtement, la relation de Netanyahou à Dieu, j'ai des doutes. Tu vois. C'est un truc, c'est pas quelque chose que je considère comme avéré, tu vois. Parce que la question, elle est pas exactement là. C'est-à-dire que c'est une vision. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la lecture du texte, elle abolit l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, cette lecture du texte, mais qui est communément admise dans le judaïsme contemporain,
qu'on le veuille ou non. Malheureusement, c'est une abolition de l'espace-temps. Quand il dit, et je veux dire, il faut écouter aussi les rabbins. Ensuite, qu'il y ait une prise d'otage. D'ailleurs, c'est aussi ça que ça raconte l'affaire Epstein, puisqu'en fait, quand on s'intéressera au méga groupe et au circuit de financement du train de vie de milliardaire de Jeffrey Epstein, puisque Jeffrey Epstein n'avait pas le train de vie que sa fortune lui aurait permis. C'est-à-dire qu'il avait un train de vie largement supérieur. Il avait un train de vie comparable à celui d'un Bernard Arnault ou d'un Jeff Bezos, alors que finalement, on voit qu'elle est, c'est quelques centaines de millions d'euros. Donc, en fait, il y a des gens qui ont financé ces gens-là. Lui, il dit, je représente les Rothschild, mais à travers les Rothschild, c'est des réseaux qui sont derrière le Congrès juif mondial et qu'on a appelé le méga groupe, c'est-à-dire des alliances de grandes familles juives américaines. Et on verra et on découvrira que, en fait, c'est de l'argent de ce qu'on appelle les United Jewish Appels, c'est-à-dire en fait qui répondent au commandement dans le judaïsme de ce qu'on appelle la tzedaka, qui est en fait en quelque sorte comme la corbeille dans le catholicisme, mais beaucoup plus ritualisée et beaucoup plus centrale. Et c'est cet argent des appels unifiés juifs de la tzedaka qui a été détourné en fait pour financer le train de vie de Jeffrey Epstein. C'est pour ça que je dis que les juifs en fait sont otages en fait de ce système et d'un narratif et qui les maintient dans une secte parce qu'on appelle l'antisémitisme, qui est de leur dire en fait la terre entière veut vous massacrer, donc marchez derrière moi parce que sinon les autres vont vous tuer. Ce qui entraîne un comportement psychopathique. Parce que Xavier, quand tu regardes l'affaire Madoff par exemple, tu te rappelles, tu as vu les emails des victimes de Madoff qui étaient pour les 2/3 des juifs et qui te sortaient des trucs antisémites à crever, parce qu'il disait, Madoff nous avait dit, tu l'avais vu Pierre, en fait, c'est que Epstein, il a fait chanter des grandes familles juives, il a arnaqué des grandes familles juives aussi, et il a récupéré du pognon de la tzedaka, qui a rien à voir là-dedans. Et pourquoi il l'a fait, comme tu l'as dit? Parce qu'on n'arrête pas de dire à ces gens, sans nous, vous allez crever. Voilà, et parce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un comportement dangereux? Parce que si vous êtes convaincu que votre voisin veut vous exterminer, si vous allez lui brûler sa bagnole, vous êtes en situation de légitime défense dans votre tête. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État d'Israël. Tu peux même tuer les enfants, parce que tu dis, en gros, c'est des serpents. Dès qu'ils vont grandir, ça sera des serpents. Voilà, donc, tu tues un antisémite en puissance. Voilà, exactement. Tu ne peux. Ah oui, ça c'est Epstein avec qui d'autre, ça? Alors ça, c'est une gamine qui doit avoir à peu près 8-10 ans. Oui, bah voilà, mais on sait que tout n'est pas sorti et on insiste. Exactement. C'est vrai que t'as toujours les négationnistes aujourd'hui qui viennent te dire non, mais en fait c'était juste des prostituées, etc. Non, même le département de la justice américain, on le rappelle pour notre audience, a dit, écoutez, il y a des trucs qui sont tellement dégueux qu'on n'a pas pu vous les montrer. Et déjà quand tu te connectes à DOJ, tu dois montrer que tu as plus de 18 ans, donc tu dois signer que tu as plus de 18 ans, et ce n'est que la partie expurgée. Mais la justice américaine a déclaré, il y a des trucs tellement trash qu'on peut pas vous les montrer. Donc tous les gens qui vous disent, ça c'est Ariane de Rothschild, tous les gens qui vous disent non mais c'était un truc superficiel, genre troussage de bonne pour faire allusion au sketch de Dieudonné, en fait ces gens-là vous mentent et la source pour démontrer qu'ils mentent, c'est le Department of Justice qui dit clairement non il y a des trucs tellement trash dans ce dossier qu'on peut pas vous les montrer. Donc pour reprendre ce que tu dis Xavier, ce qui permet par exemple de buter des enfants, c'est que on leur a mis dans la tête, on leur a dit c'est des cafards, ils vont grandir pour devenir des serpents. Et c'est cette injection de la peur et de la terreur permanente que Netanyahou est parvenu à faire de façon complètement, là c'est un succès total. Il est parvenu à injecter ça dans la société israélienne et chez les Juifs dans le monde de façon, je pense qu'il est à succès de 100% là. Et avec ça, il peut leur faire ce qu'il veut. Il n'y a pas que lui qui l'a injecté. Il n'y a pas que lui qui l'a injecté. Seul, bien sûr. En Israël, il y a longtemps, j'ai rencontré. Alors, il y avait bien sûr. Il y en avait quand même une bonne partie pour qui l'autre, il a. Mais même Sharon considère a considéré que Netanyahou va trop loin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même Sharon avait dit sur la fin, Netanyahou il va trop loin. Donc c'est quand même lui le master du game de ce point de vue-là. Il a atteint un niveau qui est justement apocalyptique, qui est un niveau digne de la fin des temps, quoi. Parce que quand même Sharon dit attention là quand même ça va trop loin. C'est que tu as atteint un certain niveau de maestria, on va dire, quoi. Les amis, on va arriver à la fin. Ça serait bien que chacun puisse conclure. Moi j'ai conclu de mon côté. T'as conclu? Ok. Marion? Bonsoir tout le monde.
Je vais conclure. J'étais contente d'être là. J'espère que ça va continuer. Dieudonné, il faut que je te dise, Dieudonné, je t'aime. Tu es le meilleur humoriste du monde. Oh, bah écoute, non, Et mais j'espère merci. bientôt te revoir Mais, sur un spectacle. on a tous J'ai un été parcours. contente de croiser Idriss, c'est la première fois, et puis de revoir Xavier et Pierre. Voilà. Et mon cher Sidati sur le pont, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu nous montres là? Merci. C'est notre nouvelle ministre de la Culture, enfin la nouvelle ministre de la Culture dont dépend Dieudonné, Catherine Pégard. Elle est mariée Je veux avec dire de l'inculture. Elle est en couple Elle avec est en un compagnie avec Epstein, là. C'est marrant. Et Jack Lang. C'est une C'est pas Rothschild vrai. à la Oh. cuisse. Si, regarde. Ouais. Oh merde. Faudrait un moyen de détecter ceux qui n'ont jamais approché Epstein. Quoi, Merde, C'est hallucinant. comptabilité, c'est ma vie. Là, C'est ma il ministre. y a Woody Allen. Attends, je sais pas si vous voyez. Là, il y a Woody Allen, il y a Caroline Lang. Là, c'est au-dessus. Woody Allen, Woody Et vous Allen, avez vu la photo où on rappelle, voit à l'Élysée Attali, Epstein, Macron, et puis. alors j'ai pas vérifié si elle était authentique cette photo. Ça, je pense que c'est une IA. Ah si, elle est authentique. C'est une IA, cette ça. photo. Oui, ça c'est une IA parce que Et il y a qui d'autre, Pierre? non, c'est une IA qui, oui, c'était une IA. Il y a pas eu de ça. Mais Pierre, T'es sûr? Faut demander à Grok. C'est assez facile. Faut dire Grok, c'est une IA et il il te peut dit te que vérifier c'est si une c'est IA. une IA ou pas. Mais Pierre, tu disais Woody Allen. On rappelle que Woody Allen a quand même trompé sa propre fille. Ça, c'est quand même un truc exceptionnel. C'est-à-dire Ah que oui, non c'est vrai. seulement- non seulement il a épousé sa propre fille, donc t'as des mecs sur X qui se foutaient de ta gueule en disant non mais quand même ça m'étonne que Epstein fréquente des gens. Enfin, il fréquenterait quand même pas des gens qui seraient capables de tromper leur propre fille. Et ben, tu sais, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, en fait, Woody Allen, non seulement il a épousé sa fille adoptive, en Sa effet, fille adoptive, ouais. mais donc ce qui est complètement, je veux dire, le mec, tu devrais être cancel. On a cancel Depardieu pour un 15e de ça. Hein, bon, et en plus il l'a trompé derrière. Mais non, mais C'est-à-dire- c'est pas pareil. Voilà, là on est dans le C'est summum quand même absolu. Woody Allen, c'est pas Depardieu, ça va. Mais Woody Allen. Voilà, bon. mais juste pour dire ça, Pierre, en fait, ce que tu montres, ça démontre que en fait, un criminel contre l'humanité était fréquentable. C'est tout. C'était le Attendez, mec et qui était fréquentable. cette histoire, C'est clair, comment il c'est s'appelle? Qui est-ce qui s'est compromis avec Epstein? Comment il s'appelle, ce philosophe Chomsky. américain? Chomsky. Ah, Chomsky, oui, Chomsky. Chomsky complètement. Ah bah là, C'est c'est hallucinant, ça. toutes les fausses valeurs qui C'est qui apparaissent. hallucinant. Il y a C'est pareil. Deepak Chopra aussi. Hein? Ouais, Deepak Chopra, ouais. Deepak Chopra, là, enfin, il est très connu dans le monde anglo-saxon. C'est le truc, méditer, machin, peace and love. On voit que c'était un ouais. faux cul complet. Il aurait plu à Francis Lalanne, là, pour le coup, celui-là. C'est oui. peace and love. Ouais, c'était vraiment, ouais, on était dans le faux cul le plus total, absolument. Il disait, oui, en fait, Dieu est un concept, mais les jolies nanas sont concrètes. Il te sort ça, C'est ça. il te sort ça dans ses semaines. Il s'est vaguement excusé, tu vois, mais bon, tu fais, mec, tu vends des bouquins sur la méditation, je sais pas, c'est censé être sérieux ce que tu fais, mais oui, complètement. Donc on en revient à, mec, t'étais fréquentable, c'était un criminel contre l'humanité, et ça, ce qu'il faut dire à notre audience, c'est ça. Petit 1, le négationnisme, les mecs qui continuent à vous dire aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, non, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de victimes, et en fait circuler, tu vois. Et deuxièmement, dire, bah attendez, la fréquentabilité, la justice, c'est une balance avec deux plateaux. Bon bah tu mets Epstein d'un côté, tu mets Dieudonné de l'autre, et tu vas m'expliquer qui est censé être le plus infréquentable. Parce que voilà, moi ça fait 20 ans qu'on m'explique des trucs, mais en réalité, ça fait aussi 40 ans qu'on blanchit un mec qui était criminel contre l'humanité, raciste, eugéniste, qui violait la bioéthique, qui faisait du délit d'initié, qui faisait de la criminalité financière, et qui, pardon de faire cette deuxième conclusion, mais rien qu'aux États-Unis, juste pour ses crimes financiers, il aurait dû prendre plus de 140 ans de tôle, le mec. Hein. Si on s'amuse à compter, parce que vous savez que les peines sont additives aux États-Unis, et il aurait pu se prendre 140, 180 ans. C'est ce qu'a pris. Toi, Pierre, tu connais bien le dossier Madoff. Il avait pris combien? 140, 150. Oui, c'est ça. Il devait se réincarner au moins 4 fois pour. Voilà, pour qu'il s'appelle. et les fraudes financières dont Epstein se vante, rien que le volet financier de l'affaire, les fraudes financières et les délits d'initié qu'il commet, rien que ça, le mec, il aurait dû prendre Madoff sur 20, quoi. Et donc, bon, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ouais. Okay. Bon. Xavier, t'as conclu? Bah, sans simplement, c'était pour à la fois te féliciter pour ton parcours qui aujourd'hui, bah, est reconnu à travers les mails d'Epstein. C'est-à-dire que c'est quand même, bah, c'est le couronnement de tout. En fait, c'est mieux qu'un César. C'est voilà, ce mail de Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein qui intervient à peu près 10 jours ou 15 jours avant l'arrêt
Stirn, Valls, et on a en fait là toute la chaîne, c'est-à-dire Rothschild, Epstein, Stirn et Valls, qui en fait n'était qu'un pion dont on n'avait jamais entendu parler avant son mariage avec Anne Gravoin, quand même, et dont on n'a jamais entendu parler depuis leur divorce. Et donc en fait, on voit que donc c'est ce que je dis, au moment dans une période apocalyptique, en fait, il y a pas la justice des hommes, mais entre les deux, il y a quand même cette révélation qui permet effectivement de te réhabiliter aux yeux des Français, puisque je pense que tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a vu, et 10 ans après, puisqu'on est 12 ans après, 12 ans après à cette époque-là, quelque part la justice n'est pas rendue, mais au moins aux yeux du public, un élément de vérité a surgi, et c'est déjà une forme de réhabilitation. Clairement, ouais. Voilà. Clairement, c'est vrai. C'est bien résumé. C'est une bonne. Merci en tout cas à vous tous. C'est vrai que j'ai longtemps été un infréquentable, et puis là, vous voyez, mais tu as raison, Xavier. Il y a des choses qui se passent, et puis, mais j'ai l'impression que c'est général. En fait, c'est un truc qui est en train de s'effondrer c'est une implosion sur lui-même, quoi, ce bazar, ce système, quoi. Et moi, qui suis un histrion, un batteur de planches qui fait du rêve avec du vent, je m'aperçois que quel que soit là, on se rencontre, on a tous des parcours différents, et c'est amusant parce qu'on arrive à la même conclusion, donc c'est ça qui est important. Et puis les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'ils sont des parcours aussi différents. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Et puis, je dis à très... Ouais, juste une chose, je voudrais, parce que j'avais une dédicace de prévue le 7 mars à Vierzon, qui a été décalée, alors attends, je veux dire ça, au 25 avril. Voilà. D'accord. Je vraiment pour le prévenir. Voilà, et que je serai à Bruxelles le 28. Eh ben, super. Enfin, mars. Voilà. Et vous autres, vous n'avez pas d'actualité à nous dire, Marion? Pas tout de suite. Moi, je suis en train de ressortir tous mes livres. Je suis en train de ressortir mon livre sur la Régence, qui s'appelle Le Tournant de la Régence, dont je suis particulièrement fière, où je raconte un certain nombre de choses à connaître, notamment le système de l'eau, la gigantesque arnaque du système de l'eau, l'héroïque combat des édiles marseillais pendant la grande peste de Marseille, où je raconte les trafics d'enfants du duc de la Force. Enfin, c'est vraiment un bouquin super. C'est quasiment un livre d'aventure, mais c'est de l'histoire sourcée, tout ça. Donc, c'est Le Tournant de la Régence, qui est le 9e livre que je publie dans ma collection Réhistoire pour tous. Voilà. Puisque je suis maintenant en possession de mes droits sur tous mes livres. Voilà. Formidable. Xavier, la liberté. Alors moi on attend toujours le dénouement avec Candace Owens de l'affaire Becoming Brigitte en justice, puisqu'on est poursuivi par les Macron. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Macron ont recruté un cabinet de barbouzes, des anciens du FBI, qui s'appelle Nardello & Co, pour nous pister. Donc ça a été publié officiellement dans Le Monde, dans le Financial Times, etc. Dans le cadre de cette procédure, donc ils ont un peu pété. C'est pas des anciens du Mossad plutôt? En fait, c'est bizarre parce qu'ils nous disent oui, ils ont mis leur QG parisien au Lutetia, et c'est vrai que quand on regarde dans la presse traditionnellement, c'est un bon choix. Voilà, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des barbous, c'est des anciens du FBI, donc ils ont envoyé pour nous pister. Là, et ce qui est intéressant, c'est que ce cabinet, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Macron ont recruté le cabinet Nardello & Co, et dans les Epstein Files, on apprend que le cabinet de renseignement privé auquel faisait appel Jeffrey Epstein était précisément Nardello & Co. Donc disons qu'ils ont un prestataire de service, les Macron et Epstein ont au moins un prestataire de service en commun. Donc c'est loin d'être leur seul point commun. Et donc moi, j'ai écrit mon livre Devenir Brigitte, donc le livre qui fait chier Macron, avec une affaire qui connaîtra son dénouement sans doute au mois d'avril à la faveur de la procédure américaine. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur la lettre de Xavier Poussard, ma lettre de confidentiel que je lance, et puis je sortirai un bouquin sur Epstein courant avril.